je renouvelle notre bienvenue. Voilà, Jean-Dominique, si tu veux bien peut-être introduire cette soirée avec plaisir. Très, très volontiers. Toutes les formations que j'ai proposées jusqu'à maintenant sont vraiment des formations assez utilitaires, j'ai envie de dire. Il y a des problèmes et on donne des outils, on transmet des compréhensions. Toutefois, Philippe et moi, nous sommes deux scientifiques, deux penseurs. On a les deux une longue expérience d'enseigner dans des universités. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, les universités sont extraordinairement dévitalisées. Elles sont devenues un espace de conformisme et d'interdiction de pensée. Et donc, on s'est demandé, est-ce que sur la base de cette matière qui nous passionne tellement, l'anthropologie de la santé, on pourrait proposer une formation qui serait celle que nous aurions rêvé de donner, et sachant qu'au fond, il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ces sujets. Quand j'en parle dans ma vie de tous les jours, je vois que les gens tout de suite disent « Ah, mais alors comment font les guérisseurs? Qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture? Ma belle-sœur a un problème, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et donc, on a décidé de créer une formation qui est un cours d'anthropologie de la santé et ethnomédecine. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis ce soir. Donc ce soir, on va pas vous vendre le cours, on va vous parler du cœur de ce dont il s'agit. Et puis, les personnes qui auraient envie, par hypothèse, de faire un bout de chemin avec nous, ça sera possible par la suite. Mais voilà, on va parler du fond ce soir. Ouais, merci pour cette introduction. Je rappelle juste un problème technique. Vous aurez le replay qui sera disponible sur le site de Jean-Dominique Michel dès demain ou après-demain, le temps de le télécharger. Et encore une fois, mettez-vous sur Google Chrome si vous avez des problèmes de connexion. Et oui, je rappelle une petite, et c'est en toute neutralité que je dis ça, Jean-Dominique Michel, Jean-Dominique se rémunère grâce aux formations, parce que justement, il y a un énorme travail qui est effectué en amont, et en fait, c'est pas vain que de dire que tu gagnes ta vie grâce à ça, et que ton travail mérite salaire. Donc voilà, c'est pas choquant, et c'est pas scandaleux. Au contraire, c'est vrai qu'on est en France et parler argent, c'est toujours un tout petit peu épineux. Non, c'est tout à fait logique, parce que ce travail-là est immense. Et tous les remerciements que je vois passer sur les presque 600 personnes qui sont là ce soir, pour le moment, sont justifiés et par le travail que tu fais. Donc voilà, je préférais quand même le préciser aussi. Donc, on va parler du programme, on va parler des modalités, effectivement, d'acquisition de ce programme, mais en fin de webinaire, tranquillement, et vous aurez un lien qui vous permettra très rapidement, on vous donnera tout ça tout à l'heure, d'accéder à ce programme, comme vous accédez à d'autres programmes que Jean-Dominique développe, la cellulogénèse, tout ce qu'on a fait il y a un mois sur les pervers narcissiques, les manipulateurs, pervers narcissiques, etc., selon la terminologie. Et voilà, enfin, vous avez tout sur son site, évidemment. Pardon, Philippe, pardon de cette large introduction, pardon, et d'avoir monopolisé la parole quelques instants. Moi, je rêve de connaître ton parcours, Philippe, s'il te plaît. Alors, mon parcours, il est pluridisciplinaire. Moi aussi, je me demandais ce que je faisais sur Terre. Je me suis dit, comme je suis incarné, il faut que je comprenne la matière. Donc, j'ai fait des études de physique théorique qui ont débouché sur un doctorat. Et puis après, je me suis rendu compte que la matière inerte, c'est pas la matière vivante. Donc, je me suis intéressé à la biologie. Et le passage m'a amené à comprendre que si on envisageait la biologie sans un soubassement de physique, c'était un peu bancal. Vous savez que la biologie est le soubassement de la médecine. Hein. C'est vrai. Biologie, biochimie, etc. Donc la biologie a donné une vision du vivant qui a entraîné des thérapies qui sont directement issues de cette vision. Alors, je suis devenu biologiste, j'ai fait de la recherche à la fois sur le sida et sur le cancer. J'ai travaillé avec un cancérologue qui s'appelait Georges Maté, qui était un cancérologue un peu hérétique. Et le sida était vraiment un moment fort au niveau ethnologique, puisqu'il a fallu rentrer dans des tissus culturels où la maladie est liée à un esprit. En Afrique, on leur parlait de virus et ça rentrait pas, donc il fallait faire appel à des anthropologues. Alors j'ai décidé de faire des études d'anthropologie, à la fois parce que j'entendais mes collègues parler de leurs petits bobos et de leur réticence vis-à-vis de l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Et j'ai bien vu qu'il y avait un arrière-plan culturel.
Et l'ethnomédecine, c'est bien ça, c'est essayer de comprendre les facteurs culturels qui interviennent dans la maladie, les malades, les remèdes, la résolution d'une pathologie au niveau individuel, au niveau collectif. Et puis, après, j'ai fini mon parcours par la psychanalyse adlérienne, parce que je me suis dit, un individu, il a sa psyché, son individualité, mais il est aussi dans une collectivité. C'est là où, effectivement, j'ai été amené à faire des rencontres avec des peuples traditionnels, les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta, les Arhuacos, les Kogi, les Unikwin, les Yawanawa, et ça m'a montré une autre vision de la nature. Par exemple, une plante est associée à un esprit. On ne cueille pas une plante sans demander à l'esprit l'autorisation. J'ai vu des phytothérapeutes, dirons-nous ici, mais des chamans là-bas rentrer en transe et savoir pourquoi une plante était faite. Et donc, ça m'a montré qu'il y avait deux programmes de recherche. Le programme occidental, on fait l'analyse des principes actifs, du screening, etc. Et puis d'autres approches, on est en face à face avec la plante, dans un état de conscience modifié, et on arrive à savoir pourquoi la plante est faite. Et donc, depuis, je jongle avec ces différentes disciplines, puisque c'est pas parce que j'ai abandonné la physique qu'elle n'est pas présente dans ma réflexion. Et c'est, voilà. Donc, je sais toujours pas pourquoi, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, mais en tous les cas, je suis ignorant en étant rempli de connaissances. Mais voilà. Est-ce que la réponse doit être trouvée? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas comme on dit toujours, c'est le chemin qui compte plutôt que la destination? Donc, oui. Est-ce que c'est... Il n'y a pas de réponse définitive à trouver, c'est l'expérience. Hein. Le père Teilhard de Chardin disait « Nous ne sommes pas des êtres humains en train de faire une expérience spirituelle, mais plutôt une expérience spirituelle en train de vivre une partie incarnée. » Et comme disait aussi dans le traité de nos pères, pour connaître le but de notre venue sur Terre, il faut une vie et un jour. Donc voilà. Ben, je pense que comme on peut pas prouver l'existence de Dieu, c'est dans l'éprouver qu'on se rapproche de Dieu. C'est l'expérience de vie qui est intéressante plus que de savoir pourquoi on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. D'ailleurs, si on le savait, ça serait bien triste. Ben, bien sûr, parce qu'on aurait si on savait pourquoi on aime les choses, bon, si on aime quelqu'un, c'est pour sa globalité, non pas pour un but précis, sinon on aime la chose et non pas la personne véritablement. Alors justement, il y a un biais que je voudrais qu'on lève tout de suite dans la démarche que vous avez tous les deux, c'est, encore une fois, on en a déjà parlé avec Jean-Dominique, c'est la notion de religion et la notion de spiritualité. Je préférerais que aussi cet élément soit levé d'emblée, comme ça on n'a pas d'ambiguïté dans le discours, et on peut avoir de la spiritualité sans religion, et la religion avec spiritualité ou sans spiritualité, ça peut revêtir plusieurs noms. Je préférerais qu'on lève cette ambiguïté, si tant est qu'elle soit là. Jean-Dominique, peut-être ? Oui, il n'y en a pas anthropologiquement. Voilà. C'est-à-dire que toutes les religions sont issues du fait qu'on se pose des questions, et donc toutes les cultures proposent ce qu'on appelle des cosmogonies, techniquement, donc des récits de comment l'univers est arrivé à l'existence. Dans la plupart des cultures, ce sont des récits mythiques. Donc, ce sont des déités ou des forces naturelles qui se manifestent. Nous, dans notre paradigme scientifique ou scientiste, c'est un moment qui est une singularité, c'est-à-dire au fond, on ne peut pas vraiment parler, on peut commencer à réfléchir au bout de quelques fractions de secondes après le début, et là, effectivement, on peut donner du sens aux choses, mais toujours est-il que la théorie du Big Bang est notre propre cosmogonie. Je suis pas sûr qu'elle soit plus raisonnable que les autres, mais en tout cas, c'est celle dans laquelle nous croyons en Occident, et avec des raisons objectives de trouver qu'il y a de bonnes raisons d'y croire. Mais donc, les religions sont toujours une proposition de sens sur la base de cette illisibilité du monde. Et puis, comme toutes les constructions de sens, c'est vrai des religions, mais tout le reste, elles ont cette double particularité à la fois d'être un marchepied pour vivre des expériences qui vont prendre sens pour nous et nous faire du bien, mais aussi avec le risque de nous enfermer dans des définitions, notamment si on développe des modes de pensée dogmatiques. Et je dirais que la question de la religion est très compliquée aujourd'hui en Occident, parce que elle a tellement mauvaise presse qu'on a un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors c'est vrai que la spiritualité ne dépend pas de la religion. La spiritualité, c'est le sens qu'on donne aux choses personnellement. Et
Même un athée a une spiritualité, même un athée donne du sens aux choses. On peut vivre bien sûr sa spiritualité en dehors des religions, mais pour l'anthropologue que je suis, les religions apportent quand même quelque chose que la pratique solitaire d'une spiritualité individuelle ne donne pas. Et en ce qui me concerne, je ne porte pas un regard négatif sur les religions. Je pense qu'elles sont à double tranchant comme beaucoup de réalités humaines. Elles peuvent déboucher sur un moralisme étriqué qui fait plutôt du mal. Qu'on réfléchisse à la manière dont les filles mères étaient traitées dans la société chrétienne d'il y a un siècle, c'est assez épouvantable à vrai dire. Donc, il y a des risques d'abus qui sont liés à toutes les institutions humaines, religions y comprises, mais les religions ont aussi produit quelques-unes des plus belles choses que l'humanité a été capable de produire. Donc, voilà, c'est vrai que c'est différent, l'un n'empêche pas l'autre, mais il y a des choses intéressantes, le cas échéant, à rechercher dans l'une et dans l'autre. Et c'est intéressant que tu évoques cette question d'emblée, parce que un de mes terrains de recherche prioritaires, ça a été de voir le lien entre spiritualité et rétablissement, parce qu'on s'aperçoit que à partir de cette question, qu'est-ce qui fait que 10 personnes qui souffrent de la même maladie, à peu près dans les mêmes conditions, certaines arrivent à aller mieux et d'autres pas, eh bien, un des grands facteurs déterminants qu'on a pu identifier de manière tout à fait probante, c'est le fait d'avoir une démarche spirituelle, voire de participer à des groupes religieux. Ah oui. Et si vous allez à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou à un cercle de tambour chamanique, votre risque de mortalité à n'importe quel âge est diminué de moitié. C'est phénoménal en termes d'impact pour la santé. Donc, c'est un des paramètres de la santé, ça n'est évidemment pas le seul. Et une fois encore, quelqu'un peut très bien trouver un chemin spirituel qui lui convienne en dehors de toute religion. Mais on sait que c'est quelque chose de très important. On sait très bien que le soin et la guérison sont multifactoriels et la spiritualité peut en faire partie. Et les études. Pardon, Philippe ? Oui, ça en fait partie. On a défini la spiritualité comme la religion sans dogme. Max Weber, qui est un sociologue allemand, disait que la religion a une fonction, c'est le lien social. Donc on se sent moins seul quand on est dans un groupe religieux. Alors il y a eu des tas d'études qui ont été menées. Effectivement, la différence sur le résultat d'un traitement varie si on est croyant ou pas. Gail Ronson, qui dirige, c'est une psychiatre américaine, elle dirige une unité de soins de sidéens. Elle posait une question toute bête, croyez-vous en Dieu? Oui, non. Et comment vous voyez Dieu, si vous croyez en lui? Est-ce que vous le voyez comme un Dieu qui vous punit ou un Dieu protecteur vis-à-vis de vous? Et si on le voit comme un Dieu protecteur, on réagit mieux au traitement, la durée de vie est beaucoup plus longue. Donc on voit bien que la spiritualité joue un rôle important, puisque effectivement, dans un moment de fragilité, quand on a une pathologie, en l'occurrence ici le sida, avoir un Dieu qui vous aime et qui vous protège, c'est forcément un facteur très positif pour pouvoir traverser cette période difficile de votre vie. Alors, j'ai introduit le sujet, mais on n'est pas vraiment dans le sujet de ce soir, mais ça faisait partie du contexte général. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que anthropologiquement, historiquement, toutes les ethnies, toutes les civilisations ont eu leur médecine. On va appeler ça médecine, hein, leurs soins, leur façon de soigner. On va appeler ça médecine pour être plus simple. Mais est-ce que, d'après vous, ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé peut-être, c'est la vision qu'on a de la guérison et peut-être la vision de la mort que l'on peut avoir. Est-ce que c'est quelque chose qui a modifié la qualité du soin dans l'histoire des soins? Vous connaissez mieux que moi ces histoires, évidemment, mais est-ce que ça a modifié quelque chose? Je sais pas si oui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avant, la notion de malade n'existait pas au Moyen-Âge. Les maladies, c'était des grandes épidémies, donc c'était des phénomènes collectifs. Ce n'est que progressivement que la notion de malade, avec sa singularité, son individualité, est née. Alors effectivement, on s'aperçoit, c'est les travaux de Claude Lévi-Strauss sur son analyse des mythes d'Amérique du Nord, on voit bien que l'esprit humain a besoin de classer. On classe par analogie avec le monde minéral et animal, mais fondamentalement, c'est une grille de classification que la pensée sauvage nous propose. Donc, ils ont leur classification. Ils ont classé, comme nous, les plantes en fonction de critères qui ne sont pas quantitatifs, mais qualitatifs.
Alors, peut-être que la facilité qu'ils ont par rapport à nous, c'est que pour eux, il y a une continuité entre la vie et la mort. Nous, il y a une espèce de point d'interrogation, le néant. Alors, quand j'étais jeune, j'ai eu des collègues qui s'affichaient ouvertement et fièrement athées, mais en vieillissant, j'ai trouvé qu'ils avaient mal vieilli. C'est-à-dire que toute une vie qui va être réduite au néant, c'est pas très logique par rapport à la logique de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait un côté presque absurde. De même, j'en profite, le Big Bang, ça contredit le principe de Parménide, puisque c'est une création ex nihilo pour l'instant. Et puis, ça contredit aussi le principe de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, s'il y a rien, on peut pas avoir une transformation. Donc, en l'état actuel des connaissances, je préfère être mystique qu'être adepte d'un quelconque modèle cosmologique, puisque finalement, on nous propose quelque chose qui est de l'ordre du mysticisme, une création à partir de rien. Donc, il faut mieux avoir un esprit à l'origine de ça. C'est plus cohérent que d'avoir cette espèce de, c'est 10-43 secondes, hein. On appelle ça le mur de Planck, où là, c'est le grand point d'interrogation. D'ailleurs, actuellement, la plupart des cosmologistes théoriciens admettent que les outils qu'on utilise pour être en dessous du mur de Planck sont pas valables, que ce soit la physique statistique, la mécanique quantique, etc. Le point singulier, d'ailleurs, si on réfléchit, ça nous amènerait à avoir une énergie infinie. Or, les physiciens, dès qu'il y a une infinie, il y a une angoisse. Donc, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que finalement, autrefois, la science apportait une cohérence qu'elle n'apporte plus. On avait plus de cohérence du temps de Newton que nous avons maintenant. Pour Newton, Dieu avait créé l'univers et Newton essayait de comprendre le programme de Dieu. D'ailleurs, c'était l'obsession d'Einstein qui disait « Je veux comprendre comment le vieux a créé le monde ». Est-ce qu'il avait le choix? La formule de Dieu, comme il fait. Dos Santos. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'on retrouve des points communs, évidemment divergents et convergents. La différence, par exemple, quand on soigne quelqu'un dans une société traditionnelle, on la met dans un état de conscience modifié. Alors, ça peut être la musique, ça peut être des rituels. Il faut qu'elle soit dans un état de conscience modifié pour augmenter les chances d'une prise de conscience du pourquoi de sa maladie. Quand vous arrivez aux urgences, vous n'êtes pas dans un état de conscience modifié parce que on vous met dans une hyper-réalité vous devez être soigné très rapidement, vous attendez, il n'y a pas d'humanité. Donc ensuite, effectivement, on soigne en groupe. Un individu malade, il est souvent soigné pas uniquement par un chaman, il y a des rituels. Alors, au Cameroun, par exemple, si vous attrapez le paludisme et vous guérissez du paludisme, celui qui a guéri a attiré la vibration de la guérison. Et donc, par exemple, si vous attrapez, ou si toi, exactement, tu attrapes le paludisme, tu vas t'appeler de ton nom et on mettra Bobola, puisque Bobola a guéri du paludisme. D'accord. Le nom d'une personne qui a vaincu la maladie devient un attracteur de guérison. D'accord. Alors, moi, je suis arrivé à la conclusion que pour comprendre ces sociétés, il faut utiliser une logique qui est plus proche de la logique des physiciens de l'infiniment petit que de la logique classique. Que ça soit l'animisme, l'intrication ou les neurosciences. D'ailleurs, on commence à comprendre pourquoi le patient doit être dans un état de conscience modifié pour augmenter ses chances de guérison. Il y a 50 ou 60 ans, on ne comprenait pas. Ensuite, il y a une sorte de théâtralisation aussi qu'on retrouve d'une certaine façon dans la consultation occidentale où je me souviens, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait demandé aux Anglais si le médecin qui allait les soigner devait avoir une cravate ou pas. On doit avoir un costume un peu cérémoniel, puisqu'il y a une théâtralisation dans l'acte de guérir. Et puis, on voit bien, les Occidentaux sont à la recherche de magie. Et donc, quand vous allez vous faire soigner à Bali ou en Afrique, quels que soient les moyens qu'on utilise, on vous met dans un état de magie d'une certaine façon. Ce qui prouve que c'est aussi un état de conscience modifié. Alors effectivement, les plantes sont utilisées différemment, mais on peut rapidement faire un petit calcul. Vous voyez, dans la forêt amazonienne, on estime qu'il y avait à peu près 80 000 plantes, même si le chiffre est sous-estimé. Et les cocktails qu'on utilise pour soigner,
comporte au moins 5, voire 7 plantes. Mais si on prend 2 plantes parmi ces 80 000 possibilités, vous avez plus de 3 milliards 700 millions de combinaisons. Donc, ce n'est pas possible que ces peuples aient expérimenté, comme on nous le dit. Ils ont eu le temps d'expérimenter. Alors, on dit que peut-être les aborigènes australiens, leur culture commence il y a 300 000 ans, 100 000 ans. Vous imaginez, c'est pas possible d'avoir un programme d'expérimentation chaque jour. C'est-à-dire que l'occidental a du mal à accepter qu'il y a d'autres chemins aussi rationnels et rigoureux pour avoir accès à des éléments qui contribuent à la guérison. Les plantes en font partie. Et donc, ça serait plutôt intéressant de voir comment ils pratiquent, dans quel état ils se mettent, et puis essayer de voir si effectivement ce qu'on a utilisé comme voie est une voie possible, mais c'est pas la seule voie possible. Pourquoi pas compléter les deux? D'ailleurs, c'est ce que certains font. Voilà. Jean-Dominique, en sous-jacence, il y a la notion de santé. La notion de santé, est-ce que c'est comme l'obscurité et la lumière? Est-ce que c'est l'absence de maladie ou est-ce que c'est la maladie qui est l'absence de santé? Alors ça, c'est ce qu'on a longtemps cru. Il y a même des définitions médicales qui vont dans ce sens-là, le fait de dire que la santé, c'est le silence des organes. Mais on en est revenu à mains égards pour plusieurs raisons. D'abord parce que la maladie fait partie de la vie. La santé, c'est l'état souhaité, c'est quand il n'y a rien de particulier qui vient nous mettre en souffrance, mais on fait tous l'expérience de la maladie de différentes manières. Tant que c'est des maladies bénignes, j'ai envie de dire, ça ne nous fait pas grand-chose. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je suis un très grand adepte du début de crève. Quand tout d'un coup, on est obligé de se réfugier sous une couette avec une tisane chaude. Moi, j'adore sortir des bandes dessinées. Je lis des Lucky Luke et des Tintins à ce moment-là. Ça me fait beaucoup rire. Et puis, en fait, je vais vous faire une petite confidence. Dieu merci, je suis peu souvent malade, mais aujourd'hui, je préfère le faire tôt dans la maladie. Parce que si je fais ça, je m'évite d'être malade pendant 15 jours, alors que si j'essaye d'être stoïque et de rester à mon poste et d'arriver jusqu'au moment où j'ai 39,5 de fièvre, là, ça me prend 1 semaine ou 10 jours. Donc, voilà. Donc, ces maladies-là, évidemment, on peut en plaisanter, c'est pas grave, mais de temps en temps, il y a des graves maladies, chroniques ou aiguës, qui nous affectent, et là, c'est autre chose, c'est un bouleversement, c'est un tremblement de terre. Quand tout d'un coup, vous apprenez que vous avez fait un AVC, même petit, vous risquez d'avoir du diabète, vous avez un cancer, d'un coup, le ciel vous tombe sur la tête. Et de nouveau, ça fait partie de l'expérience humaine. Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, en santé publique, on a plutôt une grille de lecture à 2 entrées, comme 2 axes. Un, c'est est-ce qu'il y a une maladie ou est-ce qu'il n'y a pas de maladie? Et l'autre, c'est est-ce que la personne est en bonne santé ou est-ce qu'elle n'est pas en bonne santé? Parce qu'on peut ne pas avoir de maladie particulière, mais ne pas être en bonne santé. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de fatigue chronique. N'importe quel rhumatologue vous dira que la moitié de ses consultations, il n'y a pas de maladie rhumatologique identifiable. C'est ce qu'ils appellent des arthralgies atypiques. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'inflammation, mais les gens ont mal. Donc, il n'y a pas de maladie répertoriée. On ne peut pas poser un diagnostic autre que arthralgie atypique, qui veut dire la personne a mal, mais on ne sait pas pourquoi. Comme rhumatisme. C'est comme rhumatisme. Et puis, il y a plein... Oui, sauf qu'un rhumatisme, c'est une maladie. Donc, on a une classification des différents types de rhumatisme. Et si on trouve les signes, les symptômes correspondant à ça, on peut dire à la personne, c'est ça que vous avez. Tandis que dans les cas que j'évoque, il n'y a pas de diagnostic. Et donc, on peut être sans maladie et en mauvaise santé, mais on peut aussi avoir une maladie et être en bonne santé. Et il y a même des cas extrêmes. Je pense à un cas célèbre d'un sage de l'Inde, un Maharishi, qui avait un cancer en stade terminal et qui, d'après tous les témoins qui l'ont vu, était rayonnant d'amour, de liberté, de confiance dans la vie, de plénitude. Il est mort d'un cancer, mais ça l'a pas empêché d'être rayonnant jusqu'au dernier jour. Donc, ce sont 2 axes différents. Toutefois, on retrouve un certain nombre d'universaux. Et c'est là où l'anthropologie est intéressante, c'est-à-dire qu'on va voir comment c'est dans la forêt amazonienne, chez les Inuits, en Asie, chez les aborigènes, chez nous, et on se dit, mais est-ce qu'il y a des points communs? Et le point commun qu'il y a, c'est cette conviction que la perte de la santé est la perte d'un équilibre. Parce qu'en fait, notre corps a des capacités d'homéostasie et d'autorégénération absolument extraordinaires. Et quand quelqu'un guérit, c'est toujours la force de vie en lui qui le guérit.
On se souvient de cette phrase célèbre d'Ambroise Paré, un des pères de la médecine, qui disait « Je le pensais, Dieu le guérit ». Au départ, il n'était pas médecin, il était barbier. Ce n'est qu'à la fin. Exactement. Il a fini. Les barbiers devenaient vite chirurgiens à l'époque. Et donc, c'est toujours la force de vie qui guérit en nous. Par contre, quand on est dans cette expérience d'être malade de quelque chose et qu'on sent que notre force de vie n'arrive pas à restaurer la santé, évidemment que ça crée une situation particulière. Et donc, toutes les cultures considèrent que c'est la perte d'un équilibre, qu'il y a des causes à cela. Et toujours dans une logique, ça c'est les fameuses recherches de François Laplantine sur l'anthropologie de la maladie, qui est que soit il y a quelque chose en trop qui ne devrait pas être là. Dans une culture matérialiste, ça peut être un empoisonnement, un virus, une bactérie qui est indésirable et tout d'un coup elle est en vous et ça vous rend malade. Mais dans des cultures différentes, ça sera une entité possédante, ça sera quelque chose qui viendra vous déranger depuis un autre plan de réalité, ou bien il y a quelque chose en manque. Et chez nous, ça sera par exemple une carence en vitamine D ou en vitamine C. Puis dans une culture traditionnelle, peut-être qu'une personne se sera fait voler une partie de son âme par une entité et il faut aller la récupérer pour la remettre. Alors, je ne vais pas épuiser le sujet bien sûr, mais... Et je remercie Philippe pour les quelques liens qu'il a déjà fait en ce sens-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout civilisé que nous croyons être, tout postmoderne que nous soyons dans une culture très technique, les fondamentaux sont les mêmes. Et c'est vrai, on a fait des expériences où on a suggéré aux médecins d'arrêter de mettre une blouse blanche parce que c'était un peu inutile. Eh ben non, les patients préfèrent être reçus par quelqu'un qui porte une blouse blanche. Si vous allez dans un hôpital, vous repérez très vite les médecins, ils ont un stéthoscope autour du cou. Les infirmiers et les aides-soignants n'en ont pas. Donc, vous voyez, il y a un ensemble d'insignes qui sont encore agissants. Et donc, toutes les cultures, la nôtre comme les sociétés traditionnelles, ont développer des explications, pourquoi est-ce qu'on tombe malade et qu'est-ce qu'il convient de faire une fois qu'on est malade. Et si effectivement on laisse de côté les maladies bénignes, on pourrait dire pour toutes les maladies sérieuses qu'il y a toujours un enjeu existentiel. Aucun d'entre nous n'a envie de développer un cancer ou d'avoir des problèmes cardiaques, mais quand ça arrive, il y a quelque chose à en faire. Et c'est ce dont la personne fait de ce qui lui arrive, en s'appuyant sur ce que les autres lui proposent ou ce qu'elle trouve autour d'elle, qui lui permet de s'engager dans la maladie comme dans une aventure. Et si ce processus est réussi, je parlais avec beaucoup de survivants de maladies graves, souvent ils me disent « mais tu sais, je suis heureux que ça me soit arrivé ». Si ça ne m'était pas arrivé, ça ne m'aurait pas mis au pied du mur et ça ne m'aurait pas poussé à aller chercher des choses. Et cette crise qui a été terrible quand j'ai découvert ce que c'était, en fait, je remercie qu'elle me soit arrivée. Donc voilà, là on est vraiment dans le cœur de ce dont il est question. Après, donc on a bien compris, a priori, sauf si je me trompe, que la maladie fait partie de la santé. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui nous... Hahnemann disait que les remèdes homéopathiques avaient pour but de stimuler l'énergie vitale. Je dirais qu'il y a un autre facteur qu'on voit, c'est que la qualité du microbiote. On a étudié les microbiotes de Bushman et on s'est rendu compte, selon les auteurs, entre 700 et plus de 1000 bactéries différentes. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient une biodiversité au niveau du microbiote que nous avons perdu du fait de différents facteurs environnementaux, alimentaires, etc., etc. Et donc, maintenant, on considère que dans les 20 premières pathologies en termes de santé publique, les maladies auto-immunes, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, circulatoires, etc., etc., se trouve un déséquilibre du microbiote, ce qu'on appelle une dysbactériose intestinale. Et donc ça, c'est aussi un facteur important. Georges Canguilhem disait, c'est un philosophe de la santé, médecin et philosophe, que la santé, c'est la capacité de s'adapter à des crises. Et donc, il est sain d'avoir des crises parce que ça stimule notre énergie vitale. Effectivement, dans les témoignages de gens qui ont réussi à guérir de pathologies que nous considérons comme extrêmement graves, eh bien, il y a une sorte de pacte qui se fait avec la maladie. C'est grâce à la maladie qu'ils ont pu changer de vie. Donc, la maladie les a sauvés. Je me souviens du témoignage d'une patiente qui me disait
que si elle n'avait pas eu un cancer, elle serait probablement morte. Le cancer a mis un stop-arrêt. C'est de dire ça, c'est extraordinaire. Oui, un stop-arrêt à sa vie qui ne lui convenait plus et elle n'avait pas le courage de dire stop. Et le corps a dit stop parce que le mental n'arrivait pas à prendre une décision. Et donc, ça, c'est une bifurcation qui se fait dans la vie et qui amène la personne à changer des fois radicalement de vie. Et souvent, ils disent, paradoxalement, c'est grâce à la maladie que j'ai guéri. Donc, j'ai guéri d'un mal-être existentiel. C'est un petit peu comme les EMI, donc les expériences de mort imminente où les personnes n'en ressortent pas indemnes d'une certaine manière. Il y a une transfiguration qui opère où les personnes sont carrément. Alors apparemment, ce qui en ressort le plus, et c'est à vous de me le dire évidemment, c'est le pardon, l'envie d'aller vers l'autre et cette réconciliation avec l'autre qui apparaît. Et beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas aussi, beaucoup qui ont été malades et s'en sont sortis positivement, ont envie d'aller vers l'autre. Est-ce que c'est le cas? Oui, souvent les gens qui ont réussi à se guérir ont envie de partager leur expérience, on le voit. Mais je ne sais pas si on peut généraliser, hein. Il y a des gens qui gardent jalousement leur maladie et la façon dont ils ont pu la vaincre, et d'autres qui ont besoin de prosélytisme et d'en parler. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une généralisation à ce niveau-là. Non, ce qui est toujours intéressant, je pense qu'après une maladie, on revient à l'essentiel. C'est ça. C'est-à-dire les gens s'aperçoivent qu'ils vivaient à 100 à l'heure, ils appréciaient pas le petit déjeuner le matin, ils voyaient pas leurs enfants grandir, et la maladie a mis un stop arrêt. Mène de Muran disait: la santé nous fait sortir hors de chez nous, la maladie nous y ramène. Beau, quand on est malade, on intériorise. On fait un bilan, je dirais, c'est un peu comme une NDE éveillée, puisque dans la NDE, on voit défiler sa vie. Et les gens, quand concrètement, la mort se présente à eux, c'est pas abstrait, c'est concret. Eh bien, ils font une sorte de NDE éveillée. Ils voient défiler leur vie, ils voient un petit peu les impasses de certains aspects de leur vie, et je pense qu'ils reviennent à l'essentiel. Ils se disent, bon sang, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Mais alors, il y a une notion aussi et je me permets de regarder évidemment dans le chat, il y a pas mal de questions qui apparaissent sur l'aspect de la psychosomatique et l'aspect du placebo. Je pense que ce sont des éléments aussi j'ai vu quand on parlait de spiritualité que c'était aussi, ça participait du placebo. Donc, pourquoi pas, c'est absolument pas un jugement de valeur évidemment, mais donc ces notions, comment s'ancrent-elles dans la santé et dans le développement de la non-maladie ou de la traitement de la maladie? Le placebo, la psychosomatique. Déjà, on n'est pas un esprit et un corps séparés. C'est incroyable, mais quand on prend du recul, on est encore dans la séparation du corps et de l'esprit. Vous voyez, déjà dans ses pensées, Pascal nous dit: l'homme est en lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce qu'est un corps, encore moins ce qu'est un esprit, moins encore qu'aucune autre chose, comme un corps peut créer un esprit. C'est là le comble de ces difficultés, et c'est pourtant sa nature propre. On n'a pas vraiment évolué. Donc, Alfred Adler, qui était un psychologue contemporain de Freud, avait constaté sur lui-même que, étant un enfant souvent malade, il avait développé une psychologie particulière. Donc, il avait une souffrance organique qui avait rétroagi sur son esprit. On peut très bien envisager l'inverse. Et la logique du vivant, c'est l'action. A agit sur B, mais B agit sur A. Donc, je pense que dans toute pathologie, il y a une dimension psychosomatique, plus ou moins forte, et il y a toujours une histoire de vie. Alors, on peut diviser les gens en deux grandes catégories. Il y a les céphaliques, les mentaux, qui, eux, quand ils ont un problème de vie, vont plutôt déboucher sur des problèmes de dépression, de burn-out, etc. Et puis, il y a les corporels qui, eux, vont avoir souvent des problèmes à tel ou tel organe. Alors après, on s'aperçoit que... je vais prendre un exemple qui avait été spectaculaire, mais j'avais une patiente qui avait une allergie à l'eau. Ouais. Donc, elle ne pouvait pas boire de l'eau. Dès qu'elle buvait de l'eau, elle rotait, etc. Et donc, elle en avait marre. Mais, détail important, quand elle mettait une goutte de sirop dans de l'eau, ça passait. Et en fin de compte, on a cherché et son père est mort d'un obus. Ah.
Obus, un instrument de guerre qui a tué son père, et l'obus, B-U-T, Ouais. eh ben, elle voulait pas faire rentrer dans son corps ce qui avait tué papa. Ouais, bien sûr. C'est paraît logique. Et j'ai eu un deuxième exemple, par exemple, souvent dans les allergies, notre cerveau fait des associations. Alors, je reçois une avocate en consultation, alors elle avait différents problèmes, et elle était devenue brutalement allergique à l'avocat. Pour une avocate, c'était un peu paradoxal. Et on commence à essayer de comprendre pourquoi elle était devenue allergique à l'avocat, et elle me dit que son père, qui était clerc de notaire, avait vraiment voulu que sa fille devienne avocate, juriste, juge, enfin une profession que lui n'avait pas pu accéder. Elle était dans le projet Sens de son père. Elle passe le diplôme d'avocat, elle réussit, elle doit annoncer un week-end à son père qu'elle ne sera pas avocate, mais en lui amenant le diplôme. Évidemment, ça s'est mal passé. Son père, évidemment, était vraiment furieux. Et il y avait quoi dans son assiette? Un avocat. Donc, ça aurait pu être une orange, ça aurait pu être un pied de veau, enfin tout ce que vous voulez. Il y a une association qui a été faite entre une situation extrêmement conflictuelle pour elle et l'aliment qui a été associé. C'est comme en psychanalyse les objets transitionnels, Donald Winnicott, c'est-à-dire l'avocat devient l'objet transitionnel entre une fille mal à l'aise de dire à son père qu'elle sera pas avocate et un père furieux d'avoir payé à sa fille des études de droit mais qui débouche pas sur son rêve. Donc par la suite, heureusement, ça s'est arrangé. Et donc dans les allergies, il y a beaucoup d'associations qui sont faites parce que notre cerveau, la façon la plus simple de le concevoir, c'est une usine à association. On va associer phonétiquement l'obus à l'obus et vous pouvez pas voir. Et effectivement, on s'aperçoit que dans la plupart des pathologies, pour pas dire toutes les pathologies, il y a une histoire de vie. Et si on comprend l'histoire de vie, c'est d'avoir un atout supplémentaire pour amener la personne à comprendre pourquoi elle a développé une pathologie. Le problème, c'est pourquoi je suis touché par tel organe et pourquoi ça arrive à tel moment de ma vie. Ouais. Sinon, on est dans une approche qui a fonctionné à une époque. La maladie, c'est un interrupteur qui s'allume. On l'appuie on et c'est la maladie. Et avant, c'était off, il n'y avait pas de maladie. Mais pourquoi ça arrive à un moment précis? Oui, mais est-ce que justement le fait de se poser des questions intellectualise, cérébralise, si je peux dire, je ne sais pas si ça existe, mais bon, intellectualise la chose et nous crée des pensées limitantes. C'est-à-dire que ça va nous empêcher, parce qu'en fait, on ne peut penser qu'avec nos outils. On ne peut pas penser. Oui, mais il faut les deux. C'est ce que je fais faire à mes patients. Il y a l'outil de la compréhension, puis il y a l'outil du ressenti. Le corps, lui, son langage, il est physiologique, il est accélération du rythme cardiaque, décélération, sentiment d'avoir une raideur, douleur, etc. Donc, il faut que la personne, elle ressente la chose. C'est le ressenti. Et c'est pour ça que dans les approches traditionnelles, on fait ressentir le patient. Et, il ressent. C'est parce que vous avez raison, si ça reste au niveau intellectuel, il faut que ça descende au niveau corporel. C'est parce qu'il n'y a pas eu de prise de conscience que l'organe est touché. Donc, c'est parce que l'émotion a été bloquée qu'elle n'a pas pu être libérée. Donc, revivre un événement une ultime fois malheureux, ça permet de libérer. Alors, il y a différentes techniques. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a breveté Tipeee, technique d'identification des peurs inconstantes, le CNICON, mais ça existait avant. Et donc, ça amène le patient sur un événement conflictuel, traumatisant, à le revivre. Moi, par exemple, j'ai eu un résultat spectaculaire. C'est un patient qui avait le vertige. Alors, j'ai un balcon, je suis en appartement, il pouvait même pas aller sur le balcon. Et donc, toute sa vie a été un enfer parce qu'il a jamais pu vivre en dehors du rez-de-chaussée. Il pouvait pas, évidemment, prendre l'avion. Il était ingénieur en Belgique et son bureau était au 6e étage. Et tous les jours, il était obligé de se forcer pour aller au 6e étage. En fin de compte, on a trouvé l'élément qui l'avait traumatisé. Mais après, ça peut être d'autres éléments qui ont suivi le premier élément programmant. C'est quand il était jeune, il voulait sauter d'un balcon, le balcon de ses parents, au balcon voisin. Et donc, il avait un costume de Superman. Et un jour, il a mis son plan à exécution. Au moment où il allait sauter, il s'est rendu compte qu'il allait tomber. Donc, son cerveau a établi une petite équation hauteur égale pas bon, égale pas bon. Voilà. Et donc, il est resté bloqué sur ça. Et en lui faisant revivre cette scène dont il se souvenait,
ça l'a dégagé et il m'a envoyé une lettre. Il avait pris l'avion pour la première fois et il a pu enfin éviter de vivre au rez-de-chaussée et sa vie a changé. Alors voilà quelques exemples. Après, il faut fouiller, c'est vraiment le ressenti, le mot près. Chaque individu est un univers particulier. On peut pas faire du décodage à tiroir. Bien sûr, ouais, et la systématisation. Alors justement, Jean-Dominique, par rapport à ces décodages systématiques, est-ce que systématiquement, et comme pourrait le montrer les travaux de Hammer ou les décodages biologiques, etc., est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas ce qu'on en pense, et si vous avez un avis là-dessus, avec plaisir, mais est-ce qu'on a systématiquement le lien entre l'émotion et le physique, ou le physique et l'émotion, ou est-ce qu'il y a vraiment une intrication des deux? Est-ce que quand on résout un conflit émotionnel, on a une résolution de la maladie? Ou l'inverse, est-ce qu'en traitant le corps, on a une résolution du trouble émotionnel ou de la cause émotionnelle? Alors, j'ai envie de répondre de manière nuancée et double. C'est vraiment une assonance qui m'est venue en écoutant Philippe. C'est que je crois que, au fond, lorsque la dynamique de vie est bloquée et que quelque chose pose problème, ça peut être un traumatisme psychologique, une phobie ou un problème organique qu'une personne n'arrive pas à dépasser, il y a au fond deux leviers fondamentaux pour permettre un déclic. D'une part, c'est des paroles de vérité. Parce que on en fait tous l'expérience. Il y a plein de choses qui nous sont difficiles à voir clairement dans nos vies, soit parce qu'elles sont embarrassantes, soit parce qu'on est en loyauté par rapport à certaines choses, soit parce que on s'est habitué à une certaine image de nous-mêmes, et certaines paroles ou révélations de vérité vont venir faire exploser quelque chose. J'ai un exemple très précis à l'esprit, peut-être que je peux l'utiliser pour expliciter ce que je veux dire. Il y a un médecin genevois absolument passionnant qui s'appelait Paul Tournier, il est décédé depuis un certain nombre d'années, qui a créé la médecine de la personne à partir d'expériences personnelles qui lui ont montré l'importance d'écouter le patient, de s'intéresser à son patient en tant que personne, et pas juste de faire des tests biologiques et de l'utiliser, ça n'existait pas à l'époque, mais l'intelligence artificielle. Et donc, il passait beaucoup de temps avec ses patients à les écouter, à essayer de comprendre ce qui se passait dans leur vie. Et il a eu, c'est vraiment une anecdote qu'il a relatée dans un livre et que j'ai trouvé bouleversante. Il a accueilli un jour une dame, une vieille dame, très coquette, comme ça se faisait à l'époque, qui portait le deuil et qui, en fait, avait eu sa dynamique de vie qui s'était arrêtée le jour où sa fille était morte. Et Dieu merci, à Dieu ne plaise, diraient mes amis juifs, c'est une expérience que je n'ai pas, mais je pense que dans tout ce qu'il est possible de vivre de plus douloureux, ça doit se situer au sommet de ce qui est le plus terrible à vivre. Et donc voilà, cette dame était restée complètement, ça peut se comprendre, grippée dans son expérience de vie. Et Paul Tournier lui a dit spontanément, écoutez madame, tant que je n'aurai pas perdu ma femme ou quelqu'un d'aussi cher, je ne peux même pas me représenter ce que vous avez vécu. Et là, la dame s'est éclairée en disant, mais tous les gens que j'ai été voir n'ont pas arrêté de me dire, mais il faut passer à autre chose. Oui, c'est très douloureux, mais il faut tourner la page. Pensez à vous-même. Vous avez votre vie, vous avez vos autres personnes. Et personne n'avait été capable de lui dire, ce que vous vivez est tellement fort que je ne peux même pas. Vous voyez, ça me touche d'en parler. Je ne peux même pas me représenter le calvaire que vous êtes en train de vivre. Mais le simple fait qu'il ait pu nommer les choses de cette manière a restauré quelque chose de la capacité de se mettre en chemin vers sa propre vie. Donc je crois beaucoup aux paroles de vérité. Et puis l'autre élément, c'est la créativité. Et pour moi, ça répond à ta question, Frédéric, parce qu'évidemment que le risque, ce serait de faire du dictionnaire. Comme il y avait des dictionnaires d'interprétation des rêves, vous avez mal à la rate, c'est parce que quand on rit, on a la rate qui se dilate, donc c'est que vous avez un problème avec l'humour. Et puis malheureusement, beaucoup de thérapeutes, parce qu'au fond, l'angoisse du thérapeute, c'est son ignorance. Qu'au fond, on ne sait pas. Et donc, pour pallier cette ignorance, beaucoup de thérapeutes, même dans les pratiques alternatives, comme les médecins, deviennent très autoritaires. Moi, je sais. Moi, j'ai mon dictionnaire de décodage biologique et je vais pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Et c'est très dangereux. En revanche, ce qui est vrai, c'est de ce qui naît de la relation, comme l'obus, il y a une créativité qui devient possible.
Et cette créativité, c'est pas dit forcément que ça soit juste au sens sémiologique du terme. Mais si la personne trouve dans une proposition que fait un thérapeute une résonance qui fait sens pour elle, dont elle va pouvoir s'emparer et qui va changer quelque chose à l'intérieur, j'ai envie de dire que ça soit vrai ou non, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. Et au fond, j'en terminerai avec ça, je vois que ça vous inspire plein de réactions et j'en suis heureux. C'est terrible. Ça nous remet dans le cœur de l'effet placebo, parce qu'en fait, si on réfléchit, le placebo est un non-sens. Le placebo, c'est l'effet d'une substance qui n'a pas d'effet. C'est un non-sens. Alors après, on dit, oui, mais c'est parce que la personne croit que ça va la guérir, alors elle s'auto-suggère, et c'est ça qui produit l'amélioration. Manque de peau, le professeur Kaptchuk à l'université de Harvard a fait une expérience en donnant des placebos à des patients, en leur disant c'est du placebo. Je vais pas vous mentir, il n'y a rien dans les comprimés que je vous donne, mais puisqu'on sait que parfois le placebo marche et que j'ai pas d'autres traitements disponibles, je vous le donne quand même, et puis peut-être que ça fera une amélioration. Eh ben, les gens ont vécu une amélioration, alors même qu'ils savaient qu'il n'y avait rien dedans. Donc, au fond, un anthropologue Merman anglais a proposé l'effet de sens à la place du placebo. C'est-à-dire, c'est le sens qu'on construit autour d'une attente aussi quant à une intervention qui peut nous être salutaire. Et je terminerai à propos du placebo, parce que c'est génial, qu'on a pu voir alors, de manière extrêmement documentée que si on reprend les modalités thérapeutiques de la médecine, plus la modalité est identifiée comme étant puissance, plus l'effet placebo marche. En d'autres termes, des comprimés placebo marchent mieux que des gouttes placebo. Une injection placebo a plus d'effet que des comprimés placebo, et la chirurgie placebo est plus efficace que les injections placebo. Pourquoi? Parce que l'injection, symboliquement, c'est fort. Regardez des enfants à qui on offre trousse de docteur, ils vont tout de suite venir vous faire des piqûres. Et puis ils vont vous opérer, parce qu'ouvrir le corps, c'est fascinant. Et on a arrêté très tôt les expériences autour de ça, parce que ça posait tout un ensemble de problèmes éthiques. Mais les quelques expériences qu'on a de chirurgie placebo sur des problèmes d'arthrose du genou et d'angine de poitrine montraient le même taux de réussite que les vraies opérations. Ah oui, carrément. Et il y a même un chirurgien qui s'appelle Bruce Moseley, qui opère, mais il fait rien, il referme. Mais le fait d'avoir une cicatrice, ça prouve qu'il y a eu quelque chose de fait. Il avait de meilleurs résultats que les opérations. On fait généralement un lavage ou on gratte le cartilage. Alors pour revenir sur ce que disait Jean-Dominique, Carl Rogers, qui est un des grands psychologues américains du XXe siècle, disait que chez les êtres humains, c'est le soutien inconditionnel et l'attestation qui est le meilleur des médicaments. Et dans un couple, s'il n'y a pas un soutien inconditionnel, une attestation de ce que vit l'autre, eh ben souvent, malheureusement, les crises que peut connaître un couple finissent par entraîner une séparation. Donc le fait d'attester, comme faisait Paul Tournier, de dire voilà, ce que vous vivez est quand même, je l'ai pas vécu, mais c'est quand même quelque chose de fort difficile à vivre. Ben, elle a été attestée. Effectivement. Et donc, c'est au mot près. Et c'est pour ça qu'on va pas faire un décodage à tiroir, parce que c'est au cours d'une conversation. Vous savez, quand on écoute un patient, il vous dit tout. Ouais. Dans la demi-heure, c'est à vous de faire le tri de ce qui a été fait, mais il vous dit tout, comme un puzzle que vous devez reconstituer pour que, à la fin, vous lui proposiez quelque chose qui soit cohérent. Ça veut pas dire c'est vrai, c'est cohérent pour lui. C'est pour ça c'est qu'il ne le sache déjà, peut-être. Voilà. Mais en tous les cas, ça résonne en lui, c'est cohérent par rapport à ce qu'il ressent. Et des fois, c'est au mot près. Des fois, le fait d'utiliser un mot, c'est dur ce que vous avez vécu, c'est difficile, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a une perméabilité psychologique du patient par rapport au vocabulaire que vous allez utiliser. Et puis, je dirais que le médicament, c'est un bruit de fond dans l'effet placebo. Montaigne disait déjà, il y a des hommes où la simple vie du médicament suffit à soigner. Donc, et ça, c'est l'angoisse des laboratoires pharmaceutiques, l'effet nocebo, c'est-à-dire vous prenez deux patients qui ont la même pathologie, il y en a un qui reçoit un vrai médicament avec des effets secondaires, et l'autre qui reçoit un placebo, il le sait pas, mais il va développer les effets secondaires parce que c'était la personne qui a vécu un vrai médicament. Donc, il y a une espèce d'intrication, on dirait en physique quantique, au niveau des effets secondaires que normalement, il ne devrait pas avoir. Donc,
Au demeurant, il ne faut pas balayer d'un revers de la main ce genre d'approche ou de technique parce que ça invite au dialogue. Quand même, même le décodage biologique ou enfin toutes les techniques qu'on peut imaginer. Là, j'ai bloqué sur le décodage biologique parce qu'on en parlait, mais j'imagine qu'il y a une foultitude. Donc, c'est quoi qu'il arrive, la notion de soin et quel que soit le biais de ce soin, l'outil de ce soin, il invite à une réflexion, il invite à une écoute. Et peut-être que, comme tu dis... et à une synergie aussi entre le thérapeute et le patient. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'essaie d'être vierge quand je reçois un patient, parce que c'est lui qui connaît son corps, son histoire de vie. Moi, je suis là pour saisir des éléments et de les relier entre eux et de lui proposer quelque chose qui peut être cohérent. C'est l'échec un petit peu dans certains domaines de la médecine actuelle, dans la mesure où dès que la personne arrive, le diagnostic est déjà posé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas écouté la doléance, qu'on sait que bon, elle a un rhume, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Donc ça dure 7 minutes. Je crois que le temps d'attention, c'est 15-20 secondes, je crois, de Jean-Dominique, tu nous l'avais évoqué, le temps d'un médecin, l'attention d'un médecin, c'est ça? Oui. Hein? Il coupe son patient au bout de entre 18 et 21 secondes en moyenne. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on avait noté, effectivement, et que de toute manière, donc tout le processus de guérison lié à la médecine de la personne est complètement dévoyé. Donc il y a plus de... Oui. Non, si, tout à fait. Je me souviens d'un vieux médecin à Tours. Je vous rends hommage, il est mort maintenant. Il me disait, moi, dans ma vie, j'ai eu deux remèdes magiques. 1, l'aspirine, 2, l'écoute. Ouais. C'est-à-dire, écouter quelqu'un, c'est déjà le soigner. La médecine, en ayant un temps d'écoute aussi court, ne peut pas prétendre écouter un patient. Il y a déjà un pré-diagnostic qui est fait, quoi. Donc voilà, c'est le verbe contre le médicament, on a dit ça. Il faut un temps d'écoute parce que l'être humain, il a besoin d'être écouté. Oui, mais Philippe, là, on irait dans l'extrême, c'est-à-dire que si la personne vient avec un diagnostic de cancer, il suffira pas de l'écouter. Il faudra quand même avoir une action. Non, mais il faut essayer de comprendre, de lui faire comprendre, parce que le problème, c'est qu'elle prenne sa maladie en main, elle est un partenaire. D'accord. Et Hippocrate le disait souvent, la médecine a 2 buts, soulager et ne pas nuire à la maladie. 3 éléments contribuent à notre art, le malade, la maladie et le médecin. Le médecin est le ministre de l'art, et le maladie se doit de contribuer avec lui pour combattre la maladie. Donc, il y a 3 éléments, le malade, la maladie et le patient. Il faut qu'il y ait une collaboration. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le colloque singulier, c'est-à-dire le médecin qui sait tout, qui a son Vidal, et puis le patient qui sait rien. Vous avez des patients qui se sont fait rétorquer, mais madame, ce que vous me dites, ça n'existe pas, alors que la personne, elle habite son corps. Vous voyez, regardez les acouphènes, c'était dans la tête des gens, puis après on s'est bien rendu compte qu'il y avait des problèmes, ou l'électrosensibilité. Donc, mais je trouve qu'il faut restaurer une vraie synergie entre le patient et le malade. Et je pense que la nouvelle alliance qui va naître de plus en plus, c'est que le patient va prendre sa pathologie et fera un partenariat avec le médecin. Mais ça, c'est pas le cas maintenant. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même dans un idéal, j'espère, proche, mais quand même, on sent quand même, et on l'a vu lors des crises, on en a parlé avec Jean-Dominique aussi plusieurs fois, c'est la démission non seulement des soignants, mais aussi des soignés. C'est-à-dire que le patient va venir poser sa maladie sur le bureau du médecin en disant « Tiens, ça c'est ton boulot, c'est pas le mien, tu te démerdes et tu m'apportes la solution. Si tu m'apportes pas la solution, tu es incompétent. » Donc il y a une forme de démission aussi. Oui, on a encouragé cette démission parce que ça prépare la e-médecine. Vous arriverez devant une intelligence artificielle qui vous scannera et qui vous fera le diagnostic avec des probabilités. Tout à fait, j'appelle ça docteur, faites-moi la piqûre. C'est-à-dire on est complètement démissionnaire, on délègue sa maladie au patient qui doit trouver forcément ce qu'on a. Et je pense que dans toute pathologie, on doit prendre sa pathologie en main. Ça fait partie du traitement, c'est un élément important du traitement. Alors, on revient un petit peu c'est vrai qu'on c'est absolument passionnant et franchement merci de nous régaler avec ces échanges. Peut-être on essaye, je vais essayer de recadrer peut-être si tant est que je peux me le permettre, mais il y a les malades, il y a les thérapeutes. Comme dans notre précédent webinaire, il y avait les manipulateurs qui avaient une mission, et les victimes qui avaient
aussi une autre forme de mission. Les malades ont-ils une mission? Et les thérapeutes, pourquoi sont-ils thérapeutes? Pourquoi les malades sont-ils malades? Et pourquoi les thérapeutes sont-ils thérapeutes? Jean-Dominique ou Philippe, à vous de voir. Ou bien... Jean-Dominique, si tu veux, je prendrai la suite. Oui, volontiers. Et vous voyez, je trouve passionnant, effectivement, le fil qu'on déroule, même si on n'avait pas de plan, parce qu'en général, avec Philippe, on n'a pas de plan, mais on a confiance que les choses arrivent vraiment d'une manière qui fait sens. Et moi, vraiment, l'assonance que j'ai, alors déjà, si j'ai donné l'impression de prendre de haut le décodage biologique, je m'en excuse, parce que c'est une technique que j'apprécie énormément et qui m'intéresse beaucoup. Ce que je critique, c'est la propension qu'on peut avoir quand on est formé dans une discipline à s'illusionner quant au fait qu'on sait pour l'autre ce dont il s'agit. Mais j'ai moi-même un dictionnaire de décodage biologique et quand j'ai des problèmes de santé, je vais regarder dedans ce qui m'est proposé pour voir si ça résonne. Et au fond, c'est là où ces deux éléments de vérité et de créativité me semblent toujours présents. Et comme Philippe l'a très très bien montré à partir d'exemples concrets de pratiques d'interaction avec des patients, dans le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue. Quelle est la différence entre un dialogue et un dialogue de sourds, ou un colloque singulier? C'est que dans le dialogue de sourds, personne n'écoute l'autre et ne fait quoi que ce soit de ce que dit l'autre. Chacun reste campé sur ses positions, j'essaye de convaincre l'autre ou de dire, je n'écoute pas et je ressors pareil à comment j'étais au début, avec peut-être une frustration et de la colère que l'autre ne se soit pas rendu à mes arguments. Bon. Un dialogue, c'est à l'inverse. Quand ce qui va s'échanger de part et d'autre va résonner, va provoquer une réflexion, va me conduire à partager quelque chose que l'autre va écouter. En écoutant ce que ça lui suggère, va revenir avec quelque chose vers moi qui n'était pas prévisible avant, et on va grandir les deux relationnellement à l'intérieur d'un partage d'informations et de paroles. Et je suis vraiment convaincu que, au fond, c'est ça le cœur des pratiques de guérison. Alors, c'est vrai que la biomédecine et j'adore la biomédecine, hein, je veux dire, je suis critique quant à ses dérives. Mais heureusement que nous avons la biomédecine et tout ce que la biomédecine est capable de faire. Ce que tu entends par biomédecine, c'est la chimie? Non, c'est la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui repose sur essentiellement sur la biologie, un petit peu sur la chimique, sur la physique et la chimie. Mais les pouvoirs techniques dont on dispose tendent déjà à devenir fétichistes. Et puis à faire obstruction avec ce besoin de relation et de dialogue. Et ce qui est frappant dans les sociétés traditionnelles qui ont peu ou pas recours à la médecine parce qu'elle n'est pas présente, c'est qu'ils doivent se débrouiller autrement. Et quand on n'a pas les recours des médicaments, des opérations, des injections, de tout ce que vous voulez, et que les gens sont malades, vous voyez, on peut pas dire, ah bah tant pis, si on vivait aux États-Unis ou en Suisse, ça serait bien, mais là on est foutu. Et en fait, depuis la nuit des temps, dans les sociétés traditionnelles, hein, les cultures humaines réfléchissent à cette question de l'échange, de la relation, de la créativité et de la vérité en faisant des propositions thérapeutiques, rituelles, d'éclairage de sens. Et puisqu'ils n'ont pas l'encombrement de la technique, j'ai envie de dire, ils sont devenus extraordinairement habiles dans cette direction-là. Donc, comme disait Philippe, en disant « je me rends vierge avant de rencontrer un patient », je viens pas avec des idées préconçues. Et le chaman, il est dans la même position. Il a de l'expérience, il s'est formé. Pour répondre à ta question, ce qui signe la compétence d'une personne à être chamane, c'est le fait qu'elle vit elle-même une très grosse crise. Ah oui. Ou qu'elle traverse une très grande maladie. Ce qui, si c'est interprété correctement par des chamans aguerris, sont le signe que la personne a ce potentiel, et le cas échéant, elle va être formée, et on est au cœur de ce qu'on appelle l'archétype du guérisseur blessé qu'on retrouve dans toutes les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire qu'il faut soi-même avoir éprouvé la souffrance et être quelque part appelé à cette tâche pour pouvoir après. Et je fais juste une petite parenthèse parce qu'elle est hyper intéressante. On a en Occident toute une littérature de médecins qui, à un moment donné, sont eux-mêmes tombés malades et dont certains ont été soignés dans le service où ils étaient médecins. Et ce qu'ils décrivent toujours, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de comment était l'expérience de l'autre côté du miroir. Et qu'ils étaient très frappés de voir
à quel point on se sent impuissant, rabaissé, pris de haut, dans quelque chose d'un peu condescendant et paternaliste. Donc tu vois, c'est comme si le chaman ou le thérapeute, parce que la plupart des gens qui sont thérapeutes, c'est quand même parce qu'ils sont un peu fracassés au départ. Merde alors. Bah oui, mais non, parce que si eux-mêmes font un parcours valeureux de rencontre avec leur souffrance et de présence à soi-même, ça veut dire que ça va devenir des guides extraordinaires pour accompagner les autres. Par contre, quelqu'un qui en resterait à j'acquiers des pouvoirs d'agir et des savoirs et comme ça je peux sauver les autres, ça deviendrait un peu un danger public, et il y a un certain nombre de dangers publics tant chez les médecins que chez les thérapeutes alternatifs. Mais donc, oui, pourquoi? Parce que c'est autour de la rencontre de cette réalité compliquée dont on a à faire quelque chose qu'il faut que l'un et l'autre apportent qui ils sont, leur bagage de vie, leurs intuitions, leurs savoirs, leurs apprentissages, pour essayer de créer quelque chose qui fasse du sens et qui libère un potentiel de vie dans la personne, idéalement allant jusqu'à la guérison physique. Mais parfois, ça n'est pas possible d'avoir la guérison physique, mais la personne a quand même vécu quelque chose d'important, qui l'a rassénérée, qui l'a rendue plus compassionnelle envers elle-même. Tu vois, il y a encore des choses qui bougent, et pour moi, c'est toujours dans la rencontre que ce que nous évoquons se produit. Mais vous qui avez une expérience de l'ethnomédecine, c'est-à-dire des médecines en dehors de l'Occident, sauf erreur de ma part, il y a quand même des médecines qui sont non verbales, nous sommes d'accord. Parce que là, on parle de l'échange verbal. Mais je pense aussi je me trompe peut-être, hein, c'est la question que je pose. Si on va voir, c'est peut-être le fantasme que je m'en fais, si on va voir un chaman, ou même quand on va voir un médecin chinois, le vrai médecin de médecine chinoise s'en contrefout de vos symptômes. Lui, ce qu'il va faire, c'est il va interroger le corps ou l'énergie. Hein, t'as un rhume ou t'as une prostatite, ils s'en foutent. Hein, c'est pas le symptôme qui va l'intéresser. Ils vont prendre les pouls, ils vont regarder la langue, ils vont regarder les yeux, ils vont regarder la plante des pieds, ils vont regarder les ongles, ils vont dire moi, je vais interroger ton énergie. Donc, il y a une espèce de relation non verbale qui s'installe. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de médecine que le dialogue. Est-ce que je me trompe, Philippe? Oui, parce que l'acupuncture, c'est une médecine dite cybernétique qui s'intéresse à la circulation de l'énergie. Mais dans la médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas un cerveau qui détiendrait toute la psychologie d'un individu. Chaque organe a une psychologie, je devrais dire, personnelle. Il y a une psychologie organique. Donc, il y a, si vous faites soignant en Chine, il y a une compréhension. On sait que les poumons, c'est la tristesse, la vésicule biliaire, c'est la rencontre, les reins, c'est la peur. Donc, le fait de stimuler ça rétroagit sur sur l'énergie. Donc, oui, il y a d'autres façons. Soit on s'adresse à la matière, soit on s'adresse à l'énergie ou à l'information. Non, ce que je veux dire, dans mon propos, je me suis peut-être mal exprimé, c'était le fait qu'on n'était pas obligé de verbaliser les choses, parce que quand je vous entends, c'est-à-dire qu'on doit établir un dialogue du malade au thérapeute. Le thérapeute doit entendre, écouter, bien s'imprégner de cet échange, mais on peut être dans le non-verbal. Oui, mais même quand on ne parle pas, c'est ce que dit la PNL, le fait de ne pas parler, c'est déjà une forme de dialogue. Il y a beaucoup de choses, comment vous êtes reçu, si le thérapeute il semble humain, voilà, il y a quand même... Je pense que fondamentalement, l'art de guérir est un acte profondément humain. D'accord. C'est humain à humain. Et donc, c'est de cerveau conscient ou inconscient à cerveau conscient ou inconscient. Donc, des fois, vous ne savez pas qu'est-ce qui fait guérir quelqu'un. C'est peut-être le sourire que vous lui avez envoyé quand vous lui avez dit on va prendre en soin votre maladie. On ne sait pas qu'est-ce qui guérit. En tous les cas, je pense que si un jour on arrive à la fameuse e-médecine complètement déshumanisée, on aura perdu un élément essentiel, qui est la capacité qu'a un humain en bonne santé, ou supposé l'être, de stimuler l'énergie vitale chez quelqu'un qui est en difficulté. Jean-Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, tout à fait. C'est qu'effectivement, c'est important de distinguer la parole du langage. Il peut y avoir de la guérison qui ne passe pas par la parole. C'est pas des échanges de mots, mais quand tu prends le pouls à quelqu'un, c'est déjà un langage. Tu communiques déjà quand tu souris, et donc de toute manière, on ne peut pas échapper au langage. On ne peut pas ne pas communiquer.
Par contre, ça ne passe pas forcément par la parole, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai au point que, on l'a quand même vu avec les cures de langage en Occident, que la parole peut aussi devenir un obstacle. Et si ça conduit à intellectualiser en boucle, mais d'une manière qui finalement favorise surtout la perpétuation du problème, il y a même un moment où il faut arrêter de parler. Oui, il me revient une anecdote, c'était une infirmière du côté de Lille, et un jour, son cancérologue lui a dit « Vous en avez plus pour longtemps ». Elle l'a regardé en le pointant du doigt, elle a dit « J'irai à ton enterrement ». Et vous savez ce qui est passé? Elle a été à son enterrement. Elle m'envoie chaque année ses bons vœux. Elle est toujours en vivant, elle doit avoir 93 ans. La parole peut tuer. Ce que montre la PNL, il y a ce qu'on appelle la communication analogique, c'est comment vous vous tenez, est-ce que vous êtes souriant, si brutal ou doux, etc. Donc c'est une forme de communication. Puis il y a le digital, c'est ce qu'on dit. Donc le pire, c'est d'enfermer. Je crois que la médecine est un art. Personne peut prédire si quelqu'un va s'en tirer ou pas. C'est pas une science exacte, c'est pas de la physique théorique, c'est pas une discipline basée sur la quantification, la calculabilité. Par contre, il faut redonner l'envie de vivre. On l'oublie, mais on vit parce que on a une appétence de vie encore. Et une autre anecdote, j'avais un ami, je lui rends hommage, il était très matérialiste et son père se désespérait de le voir sombrer dans un matérialisme de plus en plus profond. Et un jour, il l'a convoqué, c'est le terme exact, il lui a dit, voilà, tu regarderas, j'ai fait un check-up, j'ai aucune maladie, mais il y a un problème, j'ai plus envie de vivre. Alors, je vais pas me suicider, je vais pas me pendre, mais je vais donner l'ordre à mon corps de plus vivre. Il est mort 3 mois après. Et cet ami s'est écroulé, il a fait une dépression nerveuse, et il est ressorti de cette dépression transformé parce qu'il a compris la puissance du psychisme sur le corps. Et son père lui a donné peut-être la plus grande des leçons, un peu douloureuse, c'est de lui montrer qu'on vit parce qu'on a envie de vivre. On meurt parce qu'on n'a plus envie de vivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont des suicides biologiques, non conscients ou non assumés, mais c'est des suicides biologiques. Et finalement, la maladie est un appel à la transmutation. Que ça soit une transmutation vers la mort, qui pour certaines cultures est un état comparable à celui du sommeil, les états multiples de l'être dont parlait René Guénon, ou tout simplement une transformation. Quelqu'un qui fait une dépression, c'est parce qu'il doit transmuter. Mais on sait très bien, c'est ce que disait déjà Épictète, la chenille, quand elle sent les soubresauts de la transformation, a peur et elle bloque la transformation, alors qu'en réalité, elle va devenir un splendide papillon. Donc la maladie, une autre leçon que j'avais reçue dans une formation que j'animais, c'est un participant qui devait avoir à l'époque 75 ans, qui a pris la parole à la fin du week-end, qui a dit, voilà, je voulais vous dire, on m'a caché que j'avais un cancer de la prostate, j'ai pas compris ce que mon corps m'avait envoyé comme message, et j'ai demandé à partir d'aujourd'hui que ma maladie revienne pour que je comprenne le message. Ah oui. Voilà. Alors ça amène à un sujet effectivement fondamental, c'est la notion tu parlais de vérité tout à l'heure, Jean-Dominique, c'est le fait de savoir aussi le diagnostic parce que pendant longtemps, sauf erreur de ma part, les médecins ne disaient pas, on va pas lui dire, on va pas annoncer au malade ça parce que ça risque de le déstabiliser, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion? Ça rebondit parfaitement sur ce que tu disais, Philippe. Cette notion de savoir, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde est capable de recevoir cette nouvelle? Et est-ce que tout le monde est en mesure de l'utiliser de la meilleure façon? Non, je pense que ça dépend. Vous voyez, par exemple, si je reprends l'exemple de cette infirmière lilloise, elle avait un esprit de contradiction. Voilà. Alors, autre anecdote, j'avais une polémique avec mon beau-père qui est mort à 102 ans. Il croyait beaucoup à la médecine militaire parce que c'est la médecine militaire qui l'a sauvé quand il est revenu des camps. Donc, il s'est fait opérer à l'hôpital des Genettes, un hôpital militaire. Et il a accéléré, ça a remis sur pied. Et la première parole qu'il m'a dit, vous avez vu la médecine militaire, la meilleure au monde. Donc pour lui, c'était un enjeu pour me convaincre. Et même le personnel hospitalier était ébloui de voir en quelques jours comment il avait repris la forme. Il avait un enjeu. Alors il y a des gens qui peuvent complètement s'écrouler parce qu'on leur dit vous en avez plus pour longtemps. Et puis d'autres qui vont relever ça comme un défi. Donc il y a une perméabilité psychologique.
Je sais pas. Est-ce que c'est bon? Non, on a tendance à dire que l'éthique médicale doit dire la vérité aux patients, mais quelle vérité? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut prédire que quelqu'un va s'en tirer? Regardez les guérisons miraculeuses. En matière de cancérologie, c'est une guérison sur 100 000 patients. Mais un ami qui était cancérologue me disait, quand j'en ai une, il était chimiothérapeute dans ma consultation, j'étais abasourdi. Ouais. C'est-à-dire que il avait mis sur à côté de son patient, probablement mort dans 3 ans, il a vu entièrement guéri. C'est ça. C'est là où effectivement, ce qu'on appelle les guérisons dites miraculeuses, qui tournent autour du temps d'ailleurs. Il faudrait comprendre ce que c'est vraiment le temps, parce que c'est rare dans le temps. Une maladie qui a pris des années pour se construire peut disparaître en un claquement de doigts, devrait être un objet d'étude, parce que ce que quelqu'un a réussi à faire, d'autres doivent pouvoir le faire. Ce que j'ai remarqué dans les gens qui arrivent à sortir de pathologies graves, c'est accepter la maladie, pactiser avec elle et voir le côté positif qu'elle nous apporte. C'est pas évident. Hein. Alors que c'est pas évident, mais si on était éduqué à ça en disant j'ai une maladie, c'est un signe qui m'a envoyé, je dois changer quelque chose dans ma vie, j'ai bloqué, ça changerait beaucoup de choses. J'ai une petite anecdote personnelle, si je puis me permettre. Il y a 27 ans maintenant, quand j'ai demandé la main de ma femme en mariage à mon beau-père qui était sur son lit de mort au mois de mars. Il avait un cancer du côlon évolué, c'était au mois de mars, je me souviens très bien. Je ne peux pas le dire sans émotion, pardonnez-moi. Et je lui fais une petite blague dans l'oreille, il était vraiment pas bien. Je lui ai dit, écoutez, j'ai à peu près tout pris chez votre fille et il manque une chose que seul vous détenez, c'est sa main. Il s'est réveillé et on se marie en septembre et il a accompagné sa fille à l'hôtel. Hein, voilà. Donc c'est cette puissance de. Et bon, il est décédé effectivement 2 mois après, donc quand même, alors qu'il était sur son lit de mort au mois de mars-avril, en disant bon, il y a pratiquement pas de chance, c'est très très évolué. Voilà. Ça rejoint la salutogénèse, c'est exactement. Le devoir de parole. Les gens qui étaient dans des conditions extrêmes comme les camps de concentration, qui avaient un devoir de parole pour témoigner de la Shoah, ont résisté à des milieux extrêmes comme jamais on en a vu, quoi. Donc c'est très discutable de quelle vérité, je sais pas. On voit bien d'ailleurs que vous avez des gens qui, suite à un accident de la route, avaient un cancer et peut-être que le cancer aurait diminué ou grossi. Vous savez, il y a des tailles critiques où passer de l'ordre du centimètre à 1 milliard de cellules, il faut aider le corps. C'est la courbe de Collins. Inférieure, on peut avoir des réversions. Je crois que on peut pas généraliser parce que chaque individu est un univers singulier, particulier. On ne sait pas le moteur qui amènera la personne à accélérer la maladie, à la décélérer ou à guérir. C'est un peu une magie et je crois, moi, que l'aventure humaine est la plus importante. Moi, j'ai eu une patiente, elle a connu une guérison miraculeuse parce que j'ai pris le temps de lui téléphoner, de demander de ses nouvelles, etc. Elle s'est sentie accompagnée. Alors, d'où la nécessité, il y a une phrase que j'avais toujours aimée, c'est croire, c'est accepter de ne pas comprendre. Donc je trouvais ça assez fort. Et donc, même si on ne sait pas, on a le droit de croire en quelque chose qu'on ne comprend pas, très bien, soit, mais qui va nous aider. Donc c'est cette notion d'énergie, pas d'énergie, de spiritualité, en fait, de tout ce qu'on voudra, même de force biologique, pourquoi pas, qui va nous aider. Donc croire, c'est accepter de nous comprendre. Est-ce qu'on peut, par la force de l'esprit, je vous pose la question à vous deux, nous aider à sortir de cette ornière, qu'elle soit bénigne ou qu'elle soit grave? Oui, c'est un élément important. Je sais qu'en Chine, quand vous avez des patients qui sont arrivés à des stades critiques où la médecine ne peut plus rien, on les amène et on crée un environnement. Alors, il y a un accompagnement nutritionnel, mais ce qu'on veut, c'est que la personne dit « je suis guéri ». Et donc là, je vais guérir ou je pourrais guérir. Le fait d'incarner ça, chez un certain patient, ça a considérablement amélioré la pathologie.
Et il y a aussi un problème de sémantique, Jean-Dominique, je ne sais pas ce que tu en penses, dans la sémantique pure, c'est j'ai mon cancer ou j'ai mon, je sais pas quoi, on s'approprie. Et peut-être que dans cette sémantique-là, on se l'approprie et on l'incarne. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'ancre, elle s'engrampe peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais même quand on diagnostique une tumeur, c'est une fatwa tumeur. C'est ce que je veux dire. Ou même les centres anti-cancéreux, ils sont contre les cancéreux. À la lettre, on ne sait pas ce que le cerveau peut faire. Moi, j'ai une anecdote, c'est une journaliste à la ville de Marseille qui passait tous les jours devant un centre anti-cancéreux. Et à chaque fois, elle disait « Mon Dieu, pourvu que je n'ai pas un cancer ». Ouais. Elle a fini par en avoir un. Ouais. Peut-être que si elle avait pris d'autres voies pour accéder à son travail, sans qu'elle soit stimulée chaque jour à quelque chose, ça serait passé différemment. C'est pour ça que on ne sait pas, un individu, souvent je dis c'est une bombe, on ne sait pas quand la mèche va exploser. Mais c'est pour ça aussi que on est content de savoir que la sécurité sociale s'appelle l'assurance maladie. Hein, oui. On a la chance d'avoir une maladie. Quand vous allez à la Croix-Rousse, vous avez au-dessus du pôle emploi une vierge. Jean-Dominique, une petite question très pragmatique. Je vois dans ton programme qu'il y a un truc dans le module 3, les anatomies fantastiques. Je lisais ton programme et je ne comprenais pas. Est-ce que tu peux nous en donner les explications ? Très volontiers. Alors, je vais faire un petit détour, mais qui en même temps sera totalement en continuité avec ce qu'on vient de voir actuellement, qui est qu'en fait, on a deux modes de connaissance du monde. Un mode de connaissance qui est rationnel, on dira sémiologique, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître des signes pour ce qu'ils sont, et quand un signe représente quelque chose, il représente cela et pas autre chose. Tu vois une empreinte d'éléphant par terre, ou de gazelle, ou de sanglier, c'est un éléphant, une gazelle ou un sanglier. C'est pas n'importe quoi, ça peut pas être ceci ou autre chose, c'est une chose en particulier. Et donc, on a dans nos structures de connaissance du monde cet élément rationnel, cognitif, objectivant, rationnel, sémiologique, et qui existe dans toutes les cultures. Et puis, on a un autre mode de connaissance du monde qui est basé sur l'imaginaire. Et là, on a un lourd handicap en Occident qui est que toute la pensée moderne, alors qui a survalorisé l'aspect rationnel et avec toutes sortes de bénéfices géniaux, si on a des téléphones portables aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, il s'agit surtout pas de cracher dans la soupe de la rationalité, mais la pensée moderne voit l'imaginaire comme une interférence, comme quelque chose qui empêche de penser clair, alors que l'anthropologie, mais aussi les neurosciences, montrent que non, c'est un autre type d'intelligence qui permet d'accéder à d'autres compréhensions, et qu'en fait, une intelligence bien construite sait faire la combinaison des deux. Et d'ailleurs, même dans le domaine scientifique qui est considéré comme étant la rationalité par excellence, beaucoup de scientifiques disent que toutes les grandes découvertes qu'ils ont faites ont toujours été intuitives, imaginaires. Et c'est Poincaré, quoi, qui disait on découvre par l'imagination et on prouve par la rationalité. Philippe a une meilleure mémoire que moi des citations, donc il me corrigera par la suite. Mais donc, le fait est que l'imaginaire est une extraordinaire ressource, parce que précisément, elle permet de donner des formes qui sont fécondes, potentiellement. La rationalité, elle a un revers de la médaille, qui est que quand on ne pense tout que de manière cartésienne et rationnelle, ça devient morbide. C'est ce que Maffesoli a appelé le rationalisme morbide. Et on en voit des exemples partout aujourd'hui. Oui. Notre culture est devenue mortifère par excès d'une mauvaise rationalité. Maintenant, l'imaginaire, il a aussi des risques et des pièges, qui est qu'on peut imaginer tout et n'importe quoi et être sûr qu'on a raison. Vous voyez ? Et pour rester, parce que l'éthique est très importante, et Philippe nous fait des bonnes démonstrations avec les cas présents, mais voyez, si on part du principe que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'il a à comprendre, et puis que moi, thérapeute, très sachant, je sais pour lui ce qui lui reste à comprendre, puis que s'il guérit pas, c'est parce qu'il veut pas comprendre, on entre de nouveau dans des choses abusives. Et je peux développer tout un imaginaire qui va me convaincre de ça. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne combinaison des deux.
Et les anatomies fantastiques, fantastikos en grec, ça veut dire qui relève de l'imaginaire, c'est en fait une expression technique qu'on utilise dans l'anthropologie de la santé pour décrire toutes ces anatomies qui ne sont pas basées sur la matière, sur l'analyse de la matière, sur l'analyse rationnelle de la matière. Je parle du système des méridiens, le système des chakras et des nadis, enfin chaque culture élabore sa propre anatomie. Et avant qu'on aille disséquer, voir ce qu'il y avait dans le corps, et encore l'anatomie qui provient de la dissection, c'est l'anatomie du corps mort, c'est pas l'anatomie du corps vivant. Enfin, toutes ces anatomies qu'on ne peut pas objectiver, mais là Philippe vous donnera des informations passionnantes parce qu'on commence à pouvoir objectiver quelque chose des anatomies fantastiques, mais donc sont en fait des représentations du corps qui ont été acquises par l'imaginaire. Mais là encore, c'est important de ne pas être arrogant culturellement. C'est-à-dire penser que au Tibet, en Chine, en Amazonie, où que ce soit, des générations et des générations d'êtres humains, thérapeutes, aient pu observer le vivant avec toute l'attention dont ces gens sont capables, arriver à des modélisations d'une richesse énorme et dire non, tout ça c'est des foutaises, c'est des fantasmes de prélogique, c'est d'un irrespect absolument choquant. Claude Lévi-Strauss avait dit l'être humain a toujours aussi bien pensé. Il pense différemment. Mais donc ces modélisations, si tu veux, du corps et de la circulation de l'énergie auxquelles arrivent les différentes cultures ont bien sûr une pertinence, ont bien sûr une efficacité. C'est-à-dire que si le praticien de médecine chinoise te prend les 5 poux que la médecine occidentale ne connaît pas, il va en inférer des choses qui vont pouvoir avoir un effet thérapeutique. Par contre, ce sont des anatomies qui ne sont pas sémiologiques, ce sont des anatomies symboliques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système fermé. Si tu ouvres un corps, le foie est à la place du foie, la rate est à la place de la rate, le cœur est à la place du cœur, puis il n'y a pas de permutation. On est dans le symbolique, c'est quelque chose de différent, parce qu'on est dans une logique d'assonance, de résonance, de subtilité, de complexité. Donc, ça serait aussi un piège que d'aborder ces anatomies-là et ces pratiques-là, tu vois, avec la même logique qu'un médecin qui est persuadé qu'une molécule va soigner telle ou telle chose. Donc, dans ce module, on explore avec Philippe justement ces compréhensions du corps psychisme représenté de manière organique auxquelles sont arrivées les différentes cultures. Alors, la question, c'est pourquoi vous avez voulu construire ce programme. Autant, je comprenais, enfin, je dis pas que je comprends pas, là pour le moment, vous avez bien m'expliqué la solutogénèse, repérer les manipulateurs, etc. Ça, c'est des programmes qui ont l'air tangibles et qui peuvent créer des liens de cause à effet, c'est-à-dire je le repère, je m'en rapproche ou je m'en éloigne. Là, l'anthropologie de la santé, pourquoi vous avez voulu créer ces modules, cette formation ? Parce que je pense que le fait de voir d'autres façons de concevoir la maladie, le corps, ça fait partie aussi de la prévention. Vous voyez, dans les anatomies fantastiques, on commence à pouvoir les objectiver, les méridiens, avec les points d'acupuncture. Un méridien, il émet de la lumière, il émet du gaz carbonique. On sait qu'un méridien transporte le chi. Et que le point d'acupuncture est un point d'accélération de conductivité ou de moindre résistance. Si vous êtes sur le point, vous avez une résistivité de 10 000 ohms, donc moins c'est résistant, plus c'est conducteur, et en dehors du point, c'est 3 millions de ohms. Ah oui. Voilà. Après, on s'est rendu compte que nous, on a envisagé une matière dans un esprit de physique classique. Donc, en physique classique, il y a la mécanique qui décrit comment la matière se comporte, et puis vous avez l'optique qui décrit comment la lumière se comporte. En physique quantique, c'est les deux qui sont réunis. On avait ça la dualité onde-corpuscule. C'est un Français qui a découvert ça en 1924, Louis de Broglie. Ben, si on fait un petit raisonnement tout simple, qui n'a pas une prétention à prouver les choses, mais simplement, qualitativement, à nous amener sur la piste énergétique. Chaque atome a une double dimension, onde et corpuscule. Les atomes s'associent entre eux pour former des molécules. On imagine mal comment la dimension vibratoire disparaîtrait. Ces molécules s'organisent pour donner des cellules. Les cellules donnent des tissus, les tissus des organes. Des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules jusqu'aux atomes, il y aura toujours une double dimension. Donc on introduit le corps énergétique ou le corps vibratoire qui vient s'associer au corps matériel. Maintenant,
effectivement, dans ces anatomies fantastiques, ça dépend les auteurs, mais par exemple, dans la médecine anthroposophique, il y a le corps physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral et il y a le moi égotique. Et donc, dans l'Égypte antique, on avait 9 dimensions au corps. Il y avait le corps physique, le kébit, il y avait le ka, le double, etc. Et donc, dans beaucoup de cultures traditionnelles, à la matière est associée une vibration. Et donc, la vibration est en sorte le négatif de l'anatomie matérielle. Et donc, on commence à comprendre, comme je vous disais au départ, que pour comprendre ces sociétés traditionnelles, la logique qui les sous-tend est plus proche de la logique de l'infiniment petit, donc de la mécanique quantique, que de la physique classique. La médecine repose sur la physique classique, sauf la radiologie. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que la RMN, la résonance magnétique nucléaire, fait appel à la physique du noyau, donc c'est une branche de la physique quantique. Et donc, ça permet à un cancérologue de voir avec beaucoup plus de précision la localisation d'une tumeur, plein de détails. Mais lui, quand il va soigner, en quelques secondes, il va régresser d'un siècle. Seule la matière existe. Si on prend il a mis en évidence la radiothérapie, chimiothérapie, xérèse chirurgicale. Il n'envisage pas une autre façon de soigner. Et donc, c'est assez intéressant. Il y a un hématologue qui s'appelle Laurent de Gauss. Il a travaillé avec le professeur Wang, un chinois, un professeur de médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on sait que dans certaines leucémies, notamment la leucémie à promyélocyte aiguë, quand on donne des rétinoïdes qui dérivent de la vitamine A, eh bien, on peut avoir des rémissions totale et la cellule leucémique redevient normale. Et Laurent de Gauss introduit le concept de réversion cellulaire, c'est-à-dire qu'on est habitué à une cellule cancéreuse qui pourrait pas revenir en arrière. Voilà. Et donc, toutes ces approches sont assez intéressantes parce que, par exemple, pour un Africain, si la maladie elle vient un esprit et qu'on neutralise l'esprit, il n'y a aucune raison que la tumeur reste. Et donc, on introduit culturellement une réversion possible. Alors que nous, on a l'impression que c'est irréversible. Vous avez une tumeur, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de la détruire. Je me souviens d'une autre anecdote. Au Cameroun, il y avait un ami médecin qui me dit, écoute, c'est un fils qui téléphone pour son père. Alors, il dit, moi, le père, il est pas bien, il est fatigué, il a des maux de tête, etc. Il y a une liste d'au moins 20 symptômes. Et le dernier symptôme, le 31e, il dit, il a ce truc qu'on appelle cancer. Donc il y a une anthropologie de la maladie, c'est-à-dire que pour un Africain, une tumeur n'a pas la gravité d'un occidental. C'est-à-dire qu'on a des tumeurs parfois qui peuvent atteindre 2-3 kilos. Forcément, le patient finit par mourir, mais c'est pas la même chose. C'est là effectivement l'effet placebo ou nocebo. L'anthropologie de la maladie, l'ethnomédecine, c'est un peu comme une pédale d'accélération qui amène une pathologie soit à être accélérée, soit à être décélérée. Avec une échographie ductale mammaire, c'est le docteur Teboul, on voyait qu'une femme qui a vécu un traumatisme dans sa vie, comme par exemple perdre un enfant, sa tumeur explose. Le régime est pas du tout le même, c'est stress dépendant. Donc, c'est anxiogène d'avoir en permanence, on nous prévoit dans 20 ans, un Français sur deux aura un cancer de la prostate et une Française sur deux aura un cancer du sein. Mais si on comprend la perméabilité psychologique, ça change tout. Officiellement, l'Académie de médecine nous dit qu'il y a 5% des cancers qui sont héréditaires. C'est des cancers assez rares. Le rétinoblastomie bilatérale du bébé, le lymphome de Hodgkin. Donc, ça veut dire que 95% des cancers sont d'origine environnementale. Dans environnement, j'intègre la psychologie, la pollution chimique. L'épigénétique. Toute l'épigénétique. L'épigénétique. Regardez, est-ce qu'on hérite du cancer de notre mère ou on hérite de la peur d'avoir un cancer? C'est pas la même chose. Avec l'épigénétique, l'ADN, c'est 2 mètres quand on l'étale. Et elle doit rentrer dans une cellule qui est 1 million de fois plus petite qu'elle. Donc il faut qu'elle soit surenroulée. Et comme on enroule une ficelle autour d'un cylindre en carton, là c'est enroulé autour de protéines qu'on appelle les histones. Et on s'est rendu compte que c'est les histones qui vont allumer un gène, c'est
c'est-à-dire l'amener à produire une protéine, au contraire, fermer un gène, le réprimer. L'exprimer ou Les pas histones proposent et les gènes disposent. Voilà, le moteur, c'est les histones. Donc on est à l'aune d'une autre vision et on se rend compte que par exemple nos pensées peuvent agir sur l'épigénétique, la musique joue sur l'épigénétique, la peur, le stress, les angoisses, les anxiétés. Donc à la génétique est venue s'ajouter l'épigénétique. Alors oui, Frédéric, peut-être que je peux répondre à ta question très très volontiers. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de créer ce programme? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à la question. Merci Philippe, merci. Je le fais volontiers, mais effectivement, je lis quelques-uns des commentaires dans le fil de commentaires et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent notre passion pour cette matière. C'est tellement intéressant. Et puis puisqu'on a tous une santé et qu'il nous arrive à tous d'être malades, vous voyez, on est tous concernés par les choses que nous évoquons ici. Et effectivement, puisque ça a été toute notre vie avant le Covid, on a eu envie de faire une proposition qui soit à la fois très riche, et vous voyez la somme de connaissances, notamment que Philippe, qui a évidemment tout ce champ de l'infiniment petit à l'infiniment grand en passant par le corps humain apporte, que nos explorations au contact de nombreuses cultures et différentes ethnomédecines ont déposé en nous, d'une manière qui soit à la fois très riche, mais aussi très lisible, très simple. Et donc le programme est construit d'une manière extrêmement rigoureuse et par modules qui font chacun de 50 à 60 minutes. Et au fond, c'est un peu le cours qu'on aurait eu envie de pouvoir donner à l'université. Oui. Sauf que recevoir à l'université. Ou recevoir à l'université, exactement. Alors, juste pour donner peut-être un petit peu l'ossature du programme, on commence par la question des représentations de la santé et de la maladie à travers l'espace et le temps. L'anthropologie de la maladie, comment est-ce qu'on explique les maladies dans différentes cultures, les anatomies fantastiques, comment est-ce qu'on voit le corps et le psychisme dans différentes cultures. Un thème intéressant, qui est malade? Quand je suis malade, est-ce que c'est moi tout seul qui suis malade? Est-ce que ma famille et mon entourage sont aussi participants de cette maladie? Est-ce que ma société est malade? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent de loin dans ma vie ou dans la vie de mes ancêtres qui sont impliquées? En fait, quand une maladie se déclenche, qu'est-ce qui est en jeu dans ce processus? Après, on aborde la question des thérapeutiques et processus de guérison. L'efficacité symbolique, alors ça c'est tout un domaine que je n'ouvrirai pas ce soir parce qu'on en aurait pour des heures, mais il est absolument passionnant. La médecine narrative, donc comment, comme nous l'avons vu, du langage et de la parole est susceptible de générer des déclics permettant des guérisons. Et puis, effectivement, cette question qui nous occupe beaucoup l'un et l'autre, la conscience dans le champ du vivant. Parce qu'en fait, le paradigme matérialiste, il a évacué la question de la conscience, alors que les peuples traditionnels considèrent que la conscience est partout. Et si je reviens, par exemple, aux fenêtres que Philippe a ouvertes sur le microbiote, c'est passionnant. Donc, c'est à peu près 2 kilos de bactéries, levures et virus que nous trimballons avec nous dans notre intestin et sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. C'est grâce à eux que nous sommes capables de vivre. Et on se souvient tous que dans une vision pasteurienne de la vie, on avait développé un espèce de regard paranoïaque sur le monde microbien. Les microbes, c'est ce qui peut nous tuer, il faut rester à l'abri des microbes. Mais en fait, non, on est en coopération permanente avec le monde microbien invisible et c'est de la qualité de cette coopération, mais plus encore de notre compétence à être un bon hôte pour les bonnes bactéries, que nous allons pouvoir entretenir notre meilleure santé. Donc, si vous voulez, on a formalisé dans un programme tous ces différents contenus, et puis en réfléchissant un petit peu à qui ça pouvait s'adresser. Donc, c'est la première fois que je fais un programme plus, j'aime pas tellement le mot, mais académique, où, vous voyez, c'est de la connaissance. En même temps, je fais une petite parenthèse. Frédéric, tu disais que c'était mon gagne-pain aujourd'hui, c'est vrai, mais moi j'ai consommé un nombre de programmes de formation et je continue. Ah oui, bien sûr, régulièrement avec des gens dont je trouve qu'ils détiennent vraiment des connaissances qui m'intéressent, parce que j'adore ça, j'adore me nourrir de choses que les gens ont explorées et sont capables de bien penser. Et donc je me dis que c'est un programme qui, d'une part, peut vraiment parler à toutes les personnes qui sont dans des professions soignantes, parce que cet enrichissement à partir de sa propre pratique, de regarder comment c'est à travers l'espace et le temps et qu'est-ce qui est en résonance dans une pratique qu'on retrouve aussi dans les autres pratiques, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile.
mais qu'après, ça peut aussi s'adresser à toute personne simplement intéressée par sa santé et qui a envie aussi de pouvoir recevoir de la bonne nourriture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations grâce au numérique, c'est le bon côté du numérique. Là encore, je suis quand même un gros consommateur de conférences sur YouTube, d'entretiens, il y a plein de gens passionnants qui disent des choses passionnantes, mais être exposé à des conférences, c'est une chose, suivre un parcours de formation, c'en est une autre. Et Philippe et moi avons les deux enseigné l'anthropologie de la santé dans des cadres universitaires, on a même les deux créé des programmes. Donc ça veut dire qu'on a cette vocation et cet intérêt pédagogique qui consiste à prendre une personne, qu'elle ait déjà beaucoup de connaissances ou pas du tout, et puis de l'emmener dans un chemin où elle va rencontrer toutes sortes de choses passionnantes, et puis se construire au fur et à mesure. On va donner bien sûr aussi toutes sortes de références bibliographiques, des textes, des vidéos, et puis en sachant, puisque c'est une constante de mes propositions, que l'accès au programme est garanti pendant au moins 3 ans. Mais mon objectif, c'est que ça soit à vie et que ça inclut toutes les mises à jour qui pourront se produire à l'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans la formation, vous pouvez y aller à votre rythme, butiner, aller, revenir, reprendre. Vous voyez, c'est comme un ensemble de ressources qui sont à votre disposition. Donc, c'est un ballon d'essai. On a déjà enregistré toutes les séances avec Philippe et moi, je me suis régalé parce que vous voyez à quel point c'est intéressant de dialoguer avec lui. Donc, on verra si ça intéresse des gens, mais en tout cas, nous, on a eu énormément de bonheur à le construire et on trouve que c'est vraiment un sujet qui est absolument passionnant. 8 modules que l'on voit à l'écran, que j'ai partagé, 8 modules à peu près 50 minutes, 1 heure, c'est ça chacun? Oui. Ça va être disponible à partir de... Alors, les inscriptions seront possibles à partir de lundi, donc ce sera le jour de la Pentecôte. À partir de ce moment-là, vous pouvez trouver la description du programme sur mon site jdmichel.com. Sur la page d'accueil, en haut, il y aura le bouton sur lequel cliquer pour entrer dans la description du programme. Il y aura déjà un module d'introduction assez dense qui sera disponible et l'entier du programme sera mis en ligne le 1er juin. Voilà. Et pour le montant de le coût de cette formation? C'est une formation qui coûte 197 € avec une possibilité de payer en 3 mensualités de 67 €. Donc voilà, c'est un prix, je me permets de le préciser parce que je suis moi-même consommateur de programmes de cet ordre qui est relativement modique par rapport à ce qu'on trouve. Habituellement, ce genre de programme, c'est plutôt 300 ou 400 €, mais ça nous tient à cœur de garder les choses accessibles. On sait que c'est une période qui est pas facile pour beaucoup de gens. Puis nous, on aime vulgariser de toute manière. Et puis encore une fois que vous l'avez, c'est vraiment un ensemble de ressources de qualité dont vous disposez et auxquelles vous pouvez revenir aussi souvent que vous le voulez. Jean-Dominique, la possibilité de poser des questions ou pas? Comment est-ce que ça peut être est-ce que sur ton mail ou sur ton site, on peut poser des questions sur les modules? Parce que sur certaines formations, on peut interagir avec toi. Alors, je vais vous faire un scoop. C'est que, effectivement, on avait prévu de mettre ce programme en ligne de manière statique. C'est-à-dire que le contenu est là, les documents sont là, les gens vont les chercher, les regarder. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir envie de proposer quelques webinaires. Ben voilà, ça t'apprendra. Voilà. Mais aussi parce que, évidemment, que je pourrais pas répondre à toutes les questions que les gens poseraient. Vous voyez, parce que ça prendrait trop de temps. Par contre, si on dit, fin juin, fin juillet, il y a un webinaire, on reprend les questions qui ont été posées. Et puis, c'est vraiment ce que je vois aussi dans le cadre de mes autres formations, c'est que c'est tellement génial de passer du temps ensemble entre gens de bonne composition sur des sujets aussi intéressants que ça. Enfin, je sais pas vous. Moi, évidemment, je suis dans une position un peu particulière ce soir parce que j'anime avec Frédéric et Philippe. Mais moi, je ressors de là boosté. Je ressors de là heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y aura des webinaires qui seront prévus pour qu'on ait des moments d'échange et pour pouvoir répondre aux questions. Vous ne pouvez pas refuser cette proposition. C'était pas possible. On peut, mais bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on arrive à un moment où, effectivement, on parle de mondialisation, comprendre les différentes visions de la santé. La logique qui sous-tend ça est quelque chose de nécessaire. Vous voyez, on devrait enseigner ça dès l'école, au lycée ou au collège. Ouais. Voilà, on a des codes de la route pour conduire une voiture. Pourquoi on n'aurait pas une compréhension
de la logique qui fait qu'un corps fonctionne bien. Voilà. C'est pas rentable, Philippe, c'est pas rentable. Je sais bien. C'est pas bankable, ça. On est bien d'accord. On va pas rester sur cette note négative. Oui, l'industrie de la maladie. Voilà. Ah, si ce n'est, non, Frédéric, elle est pas négative, parce que je crois que c'est tout l'enjeu, je suis désolé, il n'y a pas de terme en français, mais d'empowerment. Si nous reprenons notre pouvoir, c'est aussi retirer le pouvoir à ceux qui cherchent à nous garder dans un état de soumission et de maladie pour pouvoir engraisser sur nos malheurs. C'est les priver de ça. Privons-les. Allez. Oui, et puis j'ai toujours pensé que la santé, c'est si les gens se rendent compte qu'ils sont mal soignés, c'est le dernier bien qu'on essaye de protéger, sa vie. S'il n'y a plus rien à perdre, c'est comme ça que les guérillas se font. Quand les gens n'ont plus rien à perdre, c'est là où effectivement une révolution se fait. Donc voilà, ça aussi, ce but. Vous avez la possibilité vous aurez accès au replay dès demain ou après-demain sur le site de Jean-Dominique Michel, évidemment. Oui, j'aurai une personne, Sylviane pose la question, j'aurai une personne qui pourrait être intéressée mais elle n'est pas inscrite. Pas de problème, vous avez le lien, vous lui donnez le lien du site de Jean-Dominique Michel, ça sera marqué dessus. Vous avez le chemin pour y accéder avec tous les autres programmes que propose Jean-Dominique aussi. Donc n'hésitez pas. Il est urgent de voir ce genre de programme. Oui, Jean-Dominique. Voilà. Et puis je me permets aussi de mentionner que Philippe offre un programme de formation plus long, vraiment très consistant, où il va accompagner les participants sur un certain nombre de week-ends. Alors peut-être que tu peux donner la référence, oui. Philippe. Alors j'ai mon site, l'unitédusavoir.com. Je propose 2 formations. L'unité du savoir, qui peut paraître ambitieux, mais on réunit les sciences dures et les sciences humaines, et puis sciences et spiritualité. On revisite toutes les spiritualités, depuis les spiritualités chamaniques jusqu'aux religions monothéistes. Et justement, il y a aussi la guérison spirituelle qui est aussi abordée. Qu'est-ce que c'est qu'une guérison spirituelle? Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver ça sur mon site, comme j'ai dit, unitédusavoir.com. Vous y verrez le programme. Vous y verrez également toutes les informations nécessaires. Merci. Et puis Frédéric, pour moi c'est aussi un ballon d'essai avec mon site, mais si je vois que ça répond à une demande des gens et que ça génère de l'intérêt, vous savez, Michel Maffezoli, qui est un de mes vieux maîtres à penser et qui est en fait le directeur de thèse de mon directeur de travail de recherche. Donc il y a une filiation qui a occupé la chaire Durkheim en Sorbonne, c'est quand même à peu près le poste le plus prestigieux en sociologie en France, dit très clairement, ça n'est plus à l'université que ça se passe aujourd'hui. Si vous voulez apprendre des choses intéressantes, n'allez pas dans les universités, allez voir des gens qui ont quelque chose à partager et qui ont fait un vrai travail d'appropriation. Donc, si j'observe que ce programme vraiment répond à une demande, ça m'encouragera à faire d'autres propositions avec des experts. Moi aussi, à faire d'autres propositions, parce que université, ça vient d'universel. Et il y a eu au Moyen-Âge la querelle des universaux. Est-ce que l'universalité peut tendre vers la vérité ou le nominalisme, l'analyse, seul peut prétendre à tendre vers la vérité? Et finalement, on a fait croire que l'universalité avait triomphé. En fin de compte, dans l'université, c'est l'analyse. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on a réuni différentes choses qui ont du mal à être réunies. Moi, j'ai créé des enseignements au Kremlin-Bicêtre et à l'hôpital Sainte-Anne, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas aborder, qu'on aborde dans le webinaire avec Jean-Dominique Michel, parce que c'était pas scientifiquement correct, médicalement correct. On savait très bien qu'il y avait des lignes qu'on pouvait pas dépasser. Ouais. Donc voilà, il faut un nouveau collège de France. Le Collège de France a été créé par François Ier. Il y avait une petite clause qui avait l'air de rien, c'est que les enseignants devaient se renouveler dans leur chaire chaque année. Voilà. Effectivement, ça a marché pendant des siècles, où effectivement les enseignants se renouvelaient. Si on avait une chaire de physique, dans une spécialité donnée, les états condensés, on devait chaque année produire un cours différent. Mais on voit bien que ça s'essouffle. Il faut maintenant d'autres espaces d'enseignement. Effectivement, la notion d'université telle qu'on l'a connue est en train de mourir. Surtout qu'elles sont bloquées en ce moment. Donc, oui. Elles sont bloquées et tous les universitaires savent très bien que leur précaré est de plus en plus réduit. Évidemment, évidemment. En tout cas,
Merci infiniment. Merci à vous deux. C'était un bonheur. Effectivement, on avait promis de se régaler. Bah, c'est pire que ça. C'est un festin. C'était gargantuesque. C'était magnifique. En tout cas, attention à la prise de poids. oh, aucun problème avec ce genre de choses. Ça fait pas grossir. Hein. Je suis encore plus concerné que vous deux. Alors, moi, je me répéterai à l'envi de ce genre d'échange. En tout cas, le chat ne s'y est pas trompé. Nos amis, nous étions presque plus de 600 à assister et on imagine qu'il y aura largement plus aussi en replay parce que tout le monde ne peut pas se libérer. En tout cas, c'était une soirée splendide. Le chat, encore une fois, ne s'est pas trompé. Il y a eu les remerciements sont présents et dithyrambiques sur vos propos et sur votre présence et sur la lumière que vous dégagez. Et merci pour cela. Et comme on dit dans l'expression, que Dieu vous prête vie, hein, parce qu'apparemment c'est un prêt, hein, que Dieu vous prête vie pour qu'on puisse échanger encore et encore et encore. Et merci infiniment, c'est le terme qui s'impose. Infiniment. Merci à toi, Frédéric. Merci à toi aussi. Hein, de nous avoir avec grand plaisir. Moi, c'est du caviar hein, pour moi. Franchement, merci à vous. Merci Philippe et à bientôt. À très bientôt. À bientôt, Jean-Dominique. Au revoir.